Dans un vaste champ, un dragon gigantesque pousse un rugissement tonitruant tandis qu'un homme avec une énorme épée se tient à côté de lui. Un dragon démon s'approche de lui et lui demande s'il est un guerrier de l'épée de l'esprit. Le dragon lève ses griffes acérées, prêt à le tuer. Mais l'homme se déplace rapidement et le tranche en morceaux en un seul mouvement. Il se jette sur les monstres restants, et pendant qu'il les combat, un petit garçon émerge des débris tombés, émerveillé par la façon dont l'homme combat les monstres. Captivé, il appelle l'homme un guerrier. Un an plus tard, à la périphérie du pays, Hyde se trouve dans un pays sans nom essayant de trouver le détenteur de l'épée de l'esprit sur ordre du roi. Il est ensuite guidé par un vieil homme vers Alan, le guerrier de l'épée de l'esprit. Hyde se présente et demande qu'il sorte son épée pour confirmer les rumeurs à son sujet. Désireux de faire ses preuves, Alan ordonne immédiatement à son épée de sortir tout en étant toujours émerveillé par la présence de Hyde devant lui. Idolâtrant l'homme, il n'arrête pas de penser qu'il doit obtenir un autographe de lui et qu'il a besoin d'un crayon. En conséquence, il transforme par inadvertance son épée en un crayon géant, l'embarrassant devant son héros. Une épée de l'esprit est une arme née des émotions du cœur, possédant des pouvoirs spéciaux. Seul un très petit nombre de personnes peuvent manifester cette épée de l'esprit, et ces personnes sont appelées guerriers. Hyde lui dit que son épée de l'esprit est encore brute, mais qu'elle a du potentiel et du talent. L'homme ajoute qu'il doit avoir un désir clair et transformer l'épée de l'esprit en tout ce qu'il souhaite. Il se tourne vers le chef, qui reconnaît que le jeune garçon est spécial car le nombre de guerriers est devenu extrêmement faible. Alan a perdu ses parents à cause des démons quand il était jeune, mais un guerrier l'a sauvé. Et depuis, il rêve de devenir un guerrier. Pour créer son épée de l'esprit, il a passé d'innombrables nuits simplement à fixer une lame, parfois à lui crier dessus, parfois à la renifler, même à coller son oreille contre elle comme pour essayer de l'entendre parler. Le chef se porte ensuite volontaire pour accepter toute punition de Hyde si l'épée de l'esprit s'avère être fausse. Cependant, il demande également que le garçon ait une chance. Hyde s'approche d'Alan et lui dit qu'il ne peut pas être un guerrier et qu'il devrait abandonner son rêve, éteignant son excitation et son espoir. Plus tard, Hyde est en route vers la capitale avec 2 chevaliers qui lui disent que ce qu'il a fait à l'enfant était dur et injustifié car le garçon montre du talent. L'homme insiste sur le fait qu'ils sont venus dans le pays pour trouver un guerrier et pas seulement quelqu'un qui a du potentiel. De plus, il ne croit pas que le talent seul puisse permettre à quelqu'un de survivre. À Walking on the Five, les 2 nuits se taisent à cause de ses yeux froids et continuent leur chemin. Juste à ce moment-là, ils attirent son attention et soulignent que le garçon a non seulement du talent, mais aussi de la ténacité. Alors qu'Alan escalade la falaise pour voir Hyde, l'homme tourne le dos au garçon, disant qu'il ne peut de toute façon pas aller loin. Alors que la nuit tombe, les 3 hommes se reposent de leur long voyage. Pendant ce temps, Alan jette un coup d'œil depuis les buissons et se souvient de la façon dont Hyde lui a sauvé la vie auparavant. Il observe tranquillement le groupe pendant qu'ils vaquent à leurs occupations. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, le groupe rencontre une famille de démons vivants à l'intérieur de la forêt. Il dit qu'il ne devrait pas y avoir de démons vivants là et en conclut que ce sont des réfugiés qui ont fui la guerre et ont vécu dans un village humain. Alan pousse un soupir de soulagement quand il voit que Hyde n'a pas combattu les démons, les considérant comme gentils et se demandant si le jeune démon a à peu près son âge. Revenant à son dilemme, il commence à être frustré par lui-même, se poussant à manifester son épée de l'esprit dès que possible. Soudain, Hyde manifeste son esprit, son épée, et en un seul mouvement rapide, anéantit la famille de démons devant lui. Alan est trop stupéfait pour bouger, regardant le guerrier ordonner au chevalier d'enterrer les cadavres. Encore sous le choc de ce qu'il a vu, Hyde lui dit qu'il ne peut pas être un guerrier car la vie d'un guerrier est pleine de mort et de violence. Ce ne sont pas simplement des protecteurs des faibles, mais des machines à tuer qui prennent des vies pour un gain pratique. Bref, ce ne sont que des meurtriers glorifiés à des fins politiques. Il ajoute qu'une épée de l'esprit est fortement influencée par les émotions de son utilisateur, donnant un exemple que la sienne est appelée l'épée de la haine. C'est une arme née de sa haine envers ses ennemis. Plus sa haine est profonde, plus la puissance qu'elle libère est grande. Mais si l'utilisateur agit de manière opposée, la puissance que l'épée de l'esprit a exploitée s'estompera. Le guerrier admet que la raison pour laquelle il a tué la famille de démons est purement personnelle, y compris l'acte héroïque de sauver Alan il y a 1 an. Après avoir exposé la vérité sur le fait d'être un guerrier, Hyde demande au garçon s'il veut toujours en être un. Cependant, le garçon commence à courir. Son cœur ne peut clairement pas supporter la vérité. Hyde sent une présence et demande aux chevaliers s'ils ont fini d'enterrer les corps. Cependant, il voit à la place le guerrier berserker Goku, qui a renvoyé les 2 gardes. Goku lui dit qu'il est là pour suivre les ordres de le tuer pour son influence croissante qui menace le trône. Goku profite de cette occasion pour le combattre avec 2 autres guerriers, le guerrier d'or, Midas, et le guerrier de la tentation, Ezra. Hyde les traite d'ordures car ces guerriers sont pourris jusqu'à la moelle. Les 3 se jettent sur lui en même temps, voulant en finir avec lui pour leur propre gain. Pendant ce temps, Alan réfléchit au rêve qu'il avait enfant. Il se souvient que ses amis avaient l'habitude d'avoir différents rêves de devenir pêcheur, boulanger, fermier. Keynes' dream isn't to be a fisherman. Et just love the sea and want to sail with his own boat. Jenna love delicious bread and love to eat freshly baked bread every day,
While Balan want to be a farmer to feed his sibling and have a full stomach. Réalisant ce qu'est un rêve, il contemple le sien, trouvant un sens à son propre rêve. De retour dans le combat, Goku tente de porter un coup fatal à Height. Mais à la surprise générale, Alan arrive avec sa propre épée de l'esprit et bloque l'attaque. Goku et les autres sont choqués de voir comment Height est capable de bloquer l'attaque. Ne réalisant pas qu'un enfant l'a fait, Height se cache derrière un arbre et regarde le corps mortellement blessé d'Alan, qu'il a sauvé en utilisant sa fausse épée. Il évalue la blessure du garçon, et il semble qu'il ne survivra pas s'il n'est pas traité immédiatement. Alors qu'il rend son dernier souffle, la conscience d'Alan est sur son rêve de sauver tout le monde. Non pas simplement être un guerrier, mais sauver tous ceux qui lui sont chers. Height se souvient de ce que le chef lui a dit au sujet de donner une chance à Alan. Il a tout perdu et tout le monde, y compris sa famille et ses amis. La seule chose qui lui reste est son rêve de devenir un guerrier. Plutôt que de mourir, il a survécu pour poursuivre un rêve, et le chef souhaitait seulement que le garçon continue à vivre. Height regarde à nouveau le garçon, ressentant une pointe de culpabilité et de remords. Il enfonce ensuite son épée dans le sol, appelant et manipulant les âmes de ceux qui sont morts à cause de celle-ci. Il prévoit d'utiliser les âmes pour emmener Alan dans un endroit sûr. Comme il a utilisé son pouvoir à l'opposé de la volonté de l'épée de la haine, son épée de l'esprit disparaîtra. Il dit au garçon de ne pas se sentir désolé pour lui, car cela devait arriver tôt ou tard. Il ajoute ensuite que la vie d'un guerrier n'est pas un conte de fées, et qu'ils sont victimes de la réalité. Il croit que tout ce en quoi il peut avoir confiance, c'est son épée, et qu'il n'y a pas de camarades loyaux à ses côtés. L'âme commence à emmener Alan dans un endroit sûr pendant que Goku et sa bande localisent Height. L'homme jette un dernier regard au garçon, souhaitant qu'il puisse apprendre à se briser le cœur un jour. De cette façon, il survivra au dur cheminement pour devenir un guerrier. Goku et sa bande se moquent de Height pour avoir perdu son épée mentale et voient cela comme une opportunité de finalement tuer l'homme qui est maintenant devenu plus faible. Cependant, la perte de son épée mentale n'affecte pas du tout Height, sachant qu'il est toujours fort quoi qu'il arrive. Goku le reconnaît et attaque le guerrier de la haine. Height balance son épée, se demandant quand son cœur a commencé à se durcir. Pendant ce temps, dans une maison au fond de la forêt, une femme est sur le point de partir quand elle voit Alan escorté par le démon de l'âme. Le démon se désintègre, laissant le garçon derrière lui. La femme court immédiatement vers lui, voyant que c'est une urgence. Avec le reste de sa force, il invoque son esprit, son épée, et maintenant elle est réelle, et son pouvoir s'est éveillé. De retour dans la forêt, l'épée brisée de Height est empalée dans le sol sans son maître. Un homme supplie un autre homme de le libérer, disant qu'il lui a déjà tout donné. Le gars nommé Luke, clairement un chef bandit avec ses 2 laquais, insiste sur le fait que ce n'est pas suffisant et exige plus. Juste à ce moment-là, Alan apparaît soudainement et se met au milieu pour protéger l'homme. Il refuse de s'écarter et libère à la place son épée mentale et attaque l'homme, frappant sa tête avec l'arme, mais sans effet. Il y a 30 minutes, Alan fait ses adieux à la femme qui a pris soin de lui pendant qu'il était blessé. La femme lui dit que c'était la demande de Height de le sauver et de le soigner pour qu'il retrouve la santé. Elle lui demande ensuite s'il veut toujours être un guerrier même après avoir failli mourir. Le garçon confirme, disant qu'il veut sauver beaucoup de gens autant qu'il le peut. La femme l'encourage, souhaitant qu'il devienne un merveilleux guerrier comme Height. En entendant cela, l'esprit d'Alan erre aussi quand il a vu le guerrier plus âgé tuer une famille de démons, et il se tait. Il dit alors au revoir à la femme. La femme commente que le garçon a un cœur bon et espère que cela ne finira pas par l'empêcher d'être un guerrier. La femme sourit, sûre que le garçon ira bien puisque l'épée mentale le protégera. De retour au présent, l'homme qui s'appelle James dit à Alan que son épée mentale est totalement inutile. Ils sont maintenant attachés ensemble à l'intérieur d'une calèche et l'homme le réprimande pour s'être lancé dans le danger sans aucun plan solide. Alan le trouve ingrat après lui avoir sauvé la vie. Il s'avère que James est un noble d'un village inférieur et que les bandits l'ont kidnappé pour de l'argent. Il est sûr qu'ils en veulent à sa richesse et ont juste attendu l'occasion idéale pour le capturer. Il s'est senti soulagé quand il a vu Alan dégainer l'épée mentale, pensant qu'il serait sauvé par un guerrier, mais cela a échoué. Soudain, la calèche tremble violemment comme si un tremblement de terre se produisait. Dehors, un énorme démon apparaît, attaquant le groupe de bandits. Le démon laisse échapper un rugissement tonitruant et attrape le cheval, le jetant au sol comme un jouet. Alan descend de la calèche et dit au noble qu'il devrait s'enfuir maintenant. Cependant, l'homme marche devant le monstre. Alan l'appelle, criant que ce qu'il fait est dangereux. James rejette son inquiétude et retire facilement ses liens, se sentant enfin plus à l'aise que jamais. Il fait ensuite l'éloge du démon et l'appel numéro 8. Les bandits sont choqués de voir que le démon lui obéit. Le noble déclare fièrement que le démon est son animal de compagnie, ce qui fait réagir Alan car il semble qu'il ne soit plus en difficulté, et cela signifie qu'il peut être libre. Alors qu'Alan célèbre, il touche accidentellement le pied du noble, ce qui le met en colère. Il ordonne alors immédiatement à son animal de compagnie démon d'attaquer, frappant presque le garçon, qui parvient à l'éviter à la dernière minute. James leur rappelle qu'il est d'origine noble, ce qui le place dans une ligue complètement différente de tous les autres, y compris Alan. Luke commente que l'homme n'a pas changé du tout,
agissant tout puissant alors qu'en vérité il est une ordure. James ricane, insistant sur le fait qu'ils devraient tous se prosterner à sa merci et se considérer comme chanceux de sa seule présence. Luke le trouve ridicule, soulignant qu'il a tué un serviteur qui travaillait dans son manoir juste parce que le garçon a accidentellement souillé ses vêtements, qui s'avère être son fils, ce qui bouleverse Alan. Le noble souligne qu'il n'a pas été reconnu coupable. Luke insiste sur le fait qu'il a soudoyé le juge. James l'admet mais s'en fiche, ce qui met le chef plus en colère, qui lance alors une attaque contre lui. L'animal de compagnie démon le repousse facilement alors que le noble lui dit que le pot de vin pour le juge et le nettoyage de ses vêtements lui ont coûté cher. Il est donc du côté des perdants. Puisqu'il a été attaqué par simple vengeance, il semble qu'ils doivent contacter le juge et le soudoyer à nouveau. Allen observe la situation, clairement contrarié. À sa surprise, la corde autour de lui est retirée par le chef, qui s'excuse ensuite auprès de lui pour l'avoir entraîné dans ce pétrin. Il pensait que le garçon était l'un de ses hommes de main parce qu'il essayait de protéger le noble. Luke l'exhorte à s'enfuir en disant que tout était de sa faute. Alan demande innocemment ce que ferait le vieil homme. Lui jetant un regard solennel, il dit qu'il ne laissera pas la personne qui a tué son fils en vie. Il s'assurera de se venger. En entendant cela, Alan réalise quelque chose. James ordonne alors à son animal de compagnie démon de les achever. Alors que la bête se précipite vers eux, Alan active à nouveau son épée mentale, faisant rire le noble, disant que son arme est inutile. Le démon lève son poing, prêt à pulvériser le garçon, qui se rend compte que ses attaques n'ont pas fonctionné sur Luke, parce que le bandit est une bonne personne. Il attaque le démon et finit par le vaincre d'un seul coup, choquant tout le monde. Il est alors révélé que son épée mentale est une épée pure qui sépare le bien du mal. Un village était en train d'être incendié par une horde de démons. Les villageois couraient frénétiquement pour sauver leur vie tandis qu'Alan se cachait sous les débris tombés. Une bête l'a localisé et l'a surplombé avec un regard menaçant. Juste à ce moment-là, le démon a été anéanti devant lui par le guerrier, Height. Alan a été stupéfait par la puissance de l'épée mentale, une arme qui amplifiait une seule émotion. Il souhaite sauver ses amis et punir les méchants. Il veut sauver tout le monde. De retour dans la forêt, les bandits et le noble sont tous choqués que le petit garçon ait vaincu la bête démoniaque. Pendant ce temps, dans le château royal, les trois guerriers, Goku, Midas et Ezra sont revenus après avoir vaincu Het. Le roi Sevar les félicite d'avoir mené à bien leur mission. Goku confirme que leur tâche a été parfaitement accomplie et assure au roi qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le roi le réprimande pour son ton, lui rappelant qu'il est toujours le souverain. Sevar demande ensuite combien de temps Het a réussi à tenir bon. Goku admet que Het était le guerrier le plus fort qu'il ait jamais combattu. Le roi le reconnaît, sachant que Het était le vénéré manieur de l'épée de la haine de leur royaume. Cependant, Goku fait remarquer que cela ne ressemblait pas à de la haine pure. Ça a changé vers la fin de leur bataille. Il ne sait pas ce qui s'est passé exactement, mais cela l'a profondément ébranlé. Pendant ce temps, au plus profond de la forêt, Alan est engagé dans une bataille avec le numéro 8, échangeant des coups féroces avec le démon. Il sent quelque chose s'éveiller en lui. Sa capacité peut détecter si un adversaire est maléfique ou non. Plus l'adversaire est maléfique, plus son épée mentale devient forte. Le démon tombe à genoux. Voyant son démon de compagnie sur le point d'être vaincu, James l'électrocute à l'aide de la chaîne autour de son cou. L'homme crie après la bête, menaçant de l'exécuter une fois qu'ils seront de retour au manoir. De retour au château, le roi demande où se trouve le corps de Height, et Goku rapporte qu'il l'a laissé aux mains d'un médecin spécialisé dans de tels cas, quelqu'un qui peut refaire le guerrier au goût du roi. Le roi le félicite pour cela, tandis que Goku se moque de lui pour son mauvais goût. Le roi répond simplement qu'être un guerrier exige des sacrifices, et que pour le bien de ses convictions, un guerrier doit être prêt à endurcir son cœur et à serrer la main du diable. Pendant ce temps, de retour dans la forêt, Alan s'approche de la bête démoniaque. Luke l'encourage à achever le monstre, en disant qu'il était le subordonné du noble. Cependant, le garçon refuse. Son épée mentale lui dit que la bête n'est pas vraiment maléfique. Selon son épée, le cœur de la créature est doux et rempli de peur. Elle a été capturée par des humains et forcée à commettre des actes maléfiques. Alan réalise que ce qui l'a frappé plus tôt n'était pas le cœur du démon, mais ses péchés. Il sourit, disant que cela doit être libérateur pour le démon de voir ce collier enfin retiré. Un souvenir lui revient à l'esprit. Il se souvient de la famille qu'il a laissée derrière lui après avoir été capturé par des humains. Des larmes coulent sur son visage alors qu'il se souvient de la souffrance qu'il a endurée en tant qu'esclave. Voyant son démon de compagnie se rendre, le noble se tourne pour fuir. Mais le numéro 8 attrape Alan et le jette vers l'homme, faisant du garçon l'arme parfaite. Alan lève son épée mentale, pensant à tout le mal que le noble a fait. La punition déclenche une explosion massive qui déchire la forêt. Alan a pris sa décision. Il ne peut pas devenir un guerrier comme Height. Au lieu de cela, il veut sauver tout le monde avec un bon cœur, y compris les démons comme le numéro 8. Ce n'est qu'alors qu'il pourra se tenir fièrement devant son héros, Height. Le chef bandit propose de l'emmener dans la capitale, promettant de l'aider de toutes les manières possibles. Il s'agenouille devant Alan, le remerciant d'avoir vengé son fils. Pendant ce temps, dans le château, après le départ du groupe de Goku,
le roi déclare que les préparatifs de l'examen de guerrier doivent commencer. Dans une vieille tour à la périphérie de la ville, Darion est assis par terre, grièvement blessé. Il ordonne que les coups de poignard continuent, mais Jean, maniant la lame de l'âme, hésite et abaisse son arme. Elle lui dit qu'elle ne veut plus poignarder. Darion l'encourage, disant qu'elle a le cœur d'une guerrière et qu'elle doit vaincre sa peur. Jean transpire abondamment alors qu'elle insiste sur le fait que la lame existe pour protéger les gens. Elle exprime sa frustration envers les aspirants guerriers qui se rassemblent dans le village, les qualifiant d'imbéciles aveugles à la réalité. Criant de colère, elle exprime sa haine pour la situation. Ignorant qu'Alan regarde par la fenêtre, elle et Darion sursautent lorsqu'il leur fait nerveusement signe de la main et les salue. Plus tôt, dans le port animé de Rigus, Alan est arrivé rempli d'excitation après avoir vu d'innombrables navires. Le regard perçant d'un vieil homme l'a fait se figer, le laissant mal à l'aise. Luc a dit à Alan qu'il devait prendre un bateau pour atteindre la capitale où se trouvait le château du roi. Chaque année à cette époque, des aspirants guerriers de chaque village se rassemblent à Riga. Luc a déposé Alan, souhaitant qu'il devienne un guerrier. Alan a dit au revoir en agitant la main, ravi et déterminé pour ce qu'il attendait. Il fronça les sourcils, essayant d'avoir l'air sérieux puisqu'il voulait être un guerrier. Pourtant, il ne pouvait retenir son excitation en voyant le marché animé. Les marchands vendaient leurs produits tandis que les aspirants guerriers recherchaient les meilleures affaires. Alan se dépêcha de regarder les articles jusqu'à ce qu'un marchand remarque son visage inconnu et lui demande s'il était un aspirant guerrier. Alan avait l'air sérieux et a demandé s'il en avait l'air, faisant rire maladroitement le marchand. Le marchand expliqua que le marché des aventuriers était l'endroit où les aspirants guerriers s'approvisionnaient avant de se rendre dans la capitale. Il laissa entendre qu'ils avaient tout ce dont ils pourraient avoir besoin, tandis que les yeux d'Alan brillaient à la vue d'une paire de gants. Le marchand lui demanda s'il les voulait, disant qu'ils étaient essentiels pour manier une épée avec force. Alan fixa les gants, se souvenant que Hyde portait une paire similaire. Il décida de les acheter, mais le prix était de 200 000 pièces d'or. Il trouva cela cher, mais le marchand dit qu'il surfacturait souvent les voyageurs qu'il ne reverrait jamais, riant comme un escroc. Alan se tut en fixant les gants pendant que le marchand attendait patiemment. Soudain, le marchand fit une suggestion, mentionnant une vieille tour entourée de rumeurs étranges qu'il voulait confirmer, ce qui attira l'attention d'Alan. Le marchand lui raconta une histoire sur un fou qui poignardait les gens avec un couteau, effrayant Alan. Il refusa au début, mais le marchand offrit les gants en guise de paiement, ce qui le fit hésiter. En fin de compte, Alan accepta et commença à escalader la tour, luttant en cours de route et grognant que les gants étaient trop chers pour ce qu'ils valaient. Actuellement, après avoir vu Jean et Darion, elle l'accuse d'être un voleur. Alan nie rapidement et dit qu'il rendait service à quelqu'un. Brusquement, il change de sujet alors qu'il grimpe davantage par la fenêtre, l'avertissant de ne pas pointer d'objets pointus sur les gens. Il se tourne vers Darion et observe son état, remarquant à quel point les blessures sont profondes. En regardant de plus près, il voit des cicatrices sur tout son corps. Se souvenant du conte du marchand, Alan commence à croire que les rumeurs étaient vraies. Jean le pousse soudainement par la fenêtre sans hésitation, le choquant de peur. Elle l'avertit de ne jamais parler de ce qu'il a vu. Alan tombe en chute libre de la tour alors que le regard froid de Jean s'attarde, puis s'écrase au sol avec un impact violent. Jean rassure Darion en disant qu'elle l'a délibérément laissé tomber dans les buissons et croit qu'Alan est venu faire une farce à cause des rumeurs, dissipant sa confusion. Darion hoche la tête, changeant de sujet, et lui ordonne de recommencer. Jean invoque sa lame d'âme à son commandement. Son expression devient vide alors que Darion lui ordonne de le poignarder une fois de plus. Pendant ce temps, Alan gît sur les buissons indemnes, pensant que les rumeurs pourraient être vraies mais pas du tout dangereuses, et se demande s'il devrait retourner chez le marchand. Il note que les informations qu'il a recueillies suffisent à payer les gants. Se souvenant de ce que Jen a dit à propos des aspirants guerriers qui sont des imbéciles, il se met à réfléchir, se demandant s'il voulait être un guerrier uniquement à cause des gants. Regardant la haute tour, la curiosité remplit ses yeux. Alan sourit, décidant de grimper à nouveau à la tour. Son sourire s'élargit alors qu'il se convainc qu'il veut être un guerrier qui sauve tout le monde. Il crie avec détermination que son voyage ne fait que commencer. À l'extérieur du village, levé, un guerrier scorpion, arrive à l'endroit où la rumeur troublante se répand. Il jure de rendre justice aux méchants qui se cachent à l'intérieur. Au marché, le fils du marchand demande à son père pourquoi il a donné des gants à un enfant plus tôt. Le marchand explique que comme les portes de la tour sont bien fermées, il a besoin des gants pour grimper. Le marchand dit à son fils que s'il a raison au sujet de la fille dans la tour, alors l'enfant n'est en aucun cas en danger. Le fils n'est pas trop confiant que l'enfant sera en sécurité. Pendant ce temps, Alan grimpe toujours à la tour, seulement pour tomber. Il se plaint d'être à bout de force et à faim. Ses yeux attirent l'attention de 3 hommes en armure qui passent, et il se demande qui ils sont. Les 3 hommes en armure arrivent à la ville de Ligure. Leur chef, Levé, est en armure noire et a des cheveux coiffés comme la queue d'un scorpion. Les gens reconnaissent Levé comme un guerrier de l'ordre des chevaliers Gruffins. Scorpion dit aux gens qu'il a entendu parler du méchant qui vit dans la tour, qui aime poignarder les gens. Le marchand qui a donné des gants à Alan lui dit que c'est une affaire qu'ils doivent régler, pas lui. Levé attrape son visage et l'épingle au sol.
Le fils du marchand veut sauver son père, mais un adulte l'empêche de s'approcher. Levé exige qu'il réponde à ses questions. Un des villageois lève la main et dit à Levé qu'il a vu le méchant lui-même. Il raconte comment il passait près de la tour il y a quelques heures quand il a vu un enfant être poussé hors de la tour par une femme. Le marchand pense qu'il doit se tromper. Levé sourit et part avec son chevalier pour se rendre à la tour. Pendant ce temps, 2 chevaliers en armure grimpent à la tour et se plaignent de la difficulté. Ils parlent de la façon dont la famille Graffon a directement ordonné aux chevaliers de capturer la sorcière de la tour. Ils pensent que capturer la sorcière signifiera une récompense des Graffons. Le plus grand des deux trouve étrange qu'ils se sentent plus lourds que d'habitude. Le plus mince est choqué de voir qu'Alan se détend à côté du sac latéral du plus grand. Ils veulent l'emmener, mais se plaignent de ne pas pouvoir utiliser leurs mains pour le moment. Cela les agace encore plus qu'Alan boive même de l'eau pendant qu'ils grimpent. Ils atteignent la fenêtre où Alan peut descendre. L'enfant les remercie joyeusement, sans remarquer qu'ils veulent le tuer. Alan jette un coup d'œil à l'intérieur du château et est choqué de voir Jean poignarder Darion avec son épée. La vue graphique amène les chevaliers à penser que les rumeurs à son sujet étaient vraies depuis le début. Alan, plus observateur, voit que son épée guérit en fait les blessures du vieil homme. Jean les voit depuis la fenêtre et demande qui ils sont tout en pointant son épée mentale sur eux. Les chevaliers sont confiants qu'ils peuvent la prendre car c'est 2 contre 1. Ils lui disent qu'ils sont des stagiaires de l'ordre des chevaliers Gruffin. Jean se tend en les entendant lui dire que le chef de la famille Gruffin lui-même a ordonné sa capture. Il charge sur elle avec des armes. Leur charge est interrompue lorsqu'Alan se révèle être de retour sur le grand sac latéral du chevalier. L'enfant partage sa déduction que l'épée de Jean guérit en fait les gens. Il dit à la fille qu'il sait maintenant qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Simplement entendre cela touche le cœur de Jean. Le grand chevalier est tellement ennuyé par Alan qu'il jette son sac avec puissance alors que l'enfant est toujours à l'intérieur. Alan avertit à nouveau les chevaliers que la fille est une bonne personne. Ils répondent qu'ils s'en fichent et que quiconque interfère avec eux doit mourir. Alan est blessé, criant qu'il pensait qu'ils s'entendaient bien. Son insistance à dire qu'ils s'entendaient bien agace et déconcerte les deux. Ils continuent leur charge vers la fille. Alan sort son épée mentale et frappe le chevalier mince. Jean est choqué de voir une épée mentale. Le plus grand chevalier panique à l'idée que l'enfant est sur le point de le frapper aussi. Quelques secondes plus tard, les chevaliers sont envoyés tomber de la tour. Alan est confus de savoir comment son épée a fonctionné sur eux alors qu'il pensait qu'ils étaient gentils de l'aider à monter dans la tour. Jean demande au garçon qui ase. Alan se présente comme un guerrier qui sauve tout le monde. Sa réponse sincère prend la fille au dépourvu. Darion interrompt, exigeant que Jean explique pourquoi l'ordre des chevaliers Graffing la poursuit. Il explique qu'il veut savoir pourquoi son père la poursuit. La fille frissonne et est incapable de le regarder en face. Pendant ce temps, les 2 chevaliers s'enfuient de la tour et se plaignent de ne pas avoir entendu dire que quelqu'un de fort gardait la tour. Ils rencontrent Lève, qui les intimide instantanément pour qu'ils s'arrêtent et se mettent à genoux. Les 2 lui disent qu'ils l'ont précédé pour rendre justice. Levé les poignarde tous les 2 avec son épée mentale scorpion. Levé se souvient comment le fils du marchand a insisté sur le fait que Jean n'est pas une mauvaise personne. Cela l'amène à voir que la fille a la confiance des gens du village. Le méchant pense à sa réputation et à quel point ce sera mauvais s'il enlève quelqu'un en qui les gens ont confiance. Il regarde les 2 chevaliers inconscients et prévoit de les utiliser. Jean refuse à Darion la réponse et s'en va. Alan se demande de quoi il parle. Alors que Darion applique les premiers soins aux blessures d'Alan, il explique que la famille Graffin est les chevaliers directs du roi depuis des décennies et que ce sont une famille de guerriers qui sont l'élite parmi l'élite. Il explique que le chef actuel est Dante Graffin et qu'il est connu comme le guerrier le plus fort de tous les chefs passés. Alan demande si Dante est le père de Jean, et le vieil homme dit que oui. Il explique que Jean était une petite fille lorsqu'elle a été abandonnée par Dante pour ne pas avoir pu avoir une épée mentale, et a été laissée vivre dans leur ville à cause de cela. Un jour, Jean a pu tirer une épée mentale. La famille l'a de nouveau acceptée et elle a été rappelée dans la capitale pour devenir une guerrière. Alan révèle avec enthousiasme à Darion qu'il est également sur le point d'aller dans la capitale pour devenir un guerrier. Darion l'informe que Jean s'est enfui, et maintenant la famille Grafton la poursuit. Et il est triste qu'elle ne lui dise pas ce qui lui est arrivé. Tout ce que Darion sait, c'est que Jean a maintenant extrêmement peur d'utiliser son épée mentale à cause du traumatisme de ce qui s'est passé quand elle est retournée dans la capitale. Il se souvient de la façon dont elle a traité de fous ceux qui veulent devenir des guerriers. Comment elle s'est exclamée que devenir une guerrière est quelque chose qu'elle déteste. Darion montre à Alan les cicatrices de ses multiples blessures et comment Jean l'a guéri à plusieurs reprises. Darion dit qu'il croit toujours que Jean a l'étoffe d'une grande guerrière car il se souvient de la façon dont elle a guéri un garçon sur la route quand il a été blessé malgré sa peur d'utiliser son épée. Il explique que c'est seulement parce qu'elle est incapable d'ignorer les personnes blessées que les rumeurs sur la sorcière dans la tour ont commencé. Il ne se rend pas compte que Jean écoute pendant que l'homme explique son histoire. Alors que Darion explique qu'il pense que Jean est une enfant au cœur chaleureux qui valorise la douleur des autres plus que la sienne, il ne se rend pas compte que ces mots font pleurer Jean. Le vieil homme dit qu'il croit en Jean. Le lendemain matin, Darion est accueilli par Levé et ses hommes juste à l'extérieur de la tour. Darion lui demande ce qui l'amène à la tour et qui sont les personnes derrière lui. Levé déclare qu'il est venu arrêter Jean.
Jeanne sort de la tour et dit à Levé qu'il n'a aucune raison de l'arrêter puisqu'il n'y a rien de mal à s'enfuir. Levé convient qu'il n'y a rien de mal à s'enfuir, mais qu'il est venu parce qu'il avait entendu parler d'un méchant qui aime poignarder les gens. Jeanne lui dit que ce n'est qu'une fausse rumeur. Levé l'épingle au mur et lui dit qu'il croit la rumeur puisqu'il sait qu'elle aime torturer les gens. Jean devient silencieuse comme si elle se sentait coupable. Levé lui dit que son père, Dante, lui a tout dit. Quand Jean est retourné dans la capitale, son père l'a forcé à poignarder encore et encore des prisonniers ennemis avec sa lame de guérison, afin qu'il ne meure pas de torture. Incapable de résister à son père, la jeune fille a suivi à contre-cœur ce qu'il demandait. Elle était horrifiée alors qu'elle le faisait encore et encore. Le simple fait de se souvenir de ce qui s'est passé met Jean à genoux avec des pleurs incontrôlables. Levé ajoute que même les soldats envoyés pour la capturer hier sont maintenant portés disparus. Allen croit qu'il voulait dire les deux qui grimpaient à la tour hier. Levé cite également les témoignages des villageois d'une sorcière qui aime poignarder les gens. Il dit que cela signifie qu'il a toute la justification pour l'arrêter. Jean continue de pleurer, incapable de discuter. Darion est enragé d'entendre qu'ils ont forcé Jean à faire des choses aussi indicibles et dit à Levé qu'il est un bâtard. La tête de Scorpion l'attrape par la gorge alors qu'il l'épingle à un arbre. Il avertit Darion de ne pas s'impliquer à moins qu'il ne veuille aussi se faire arrêter. Cela amène Jean à s'armer de son épée. Elle se souvient de la façon dont Darion a exprimé sa conviction que son cœur chaleureux est ce qui fera d'elle une grande guerrière. Ensuite, elle se souvient de la façon dont elle a continué à poignarder un prisonnier ennemi malgré le fait que l'homme suppliait de mourir. Cela lui fait relâcher son emprise sur son épée. Elle s'excuse auprès de Darion en pleurant car elle ne croit pas être la bonne personne qu'il pense qu'elle pourrait être. Les villageois armés qui regardent ont vu Jean sortir son épée et croient maintenant que les rumeurs selon lesquelles elle serait une méchante étaient vraies depuis le début. Le fils du marchand leur crie qu'ils ont tort et dit que Jean est une bonne personne qu'il a soigné une fois quand il était blessé. Ils disent au garçon qu'il a juste été trompé par la sorcière. Le garçon n'a d'autre choix que d'aller voir son père et de pleurer de ne pas être cru. Levé sourit en voyant que sa tromperie fonctionne. Il pense à la façon dont il a créé un mensonge parfait en mélangeant un peu de vérité. Il raconte qu'il était vrai qu'elle s'était enfuie de son unité et qu'elle avait torturé des gens. Il est également heureux que les rumeurs se répandent facilement parce qu'ils sont dans une ville portuaire. Il fait un grand sourire en voyant que sa mission est un succès. Levé ordonne à ses soldats de maîtriser Jean. Alan marche vers Jean et la frappe avec son épée mentale. Puisqu'elle n'a aucun effet sur la jeune fille, Alan est heureux de voir que c'est une bonne personne. Jean le regarde avec confusion. Alan marche ensuite vers Levé et lui dit que son épée fait la distinction entre les bonnes et les mauvaises personnes. Levé lui dit de s'en aller. Soudain, Alan frappe son visage avec son épée en forme de marteau et l'envoie voler. Darion, les soldats et Jean. Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Le marchand se souvient qu'il est le même enfant qui a pris sa faveur pour des gants et ne peut pas croire qu'il est la même personne. Alan déclare à Levé que la rumeur n'est pas vraie et que c'est lui le méchant. Levé se relève comme si de rien n'était. Il condamne Alan à mort. Levé vient d'être frappé par Alan et se sent un peu gêné de devoir affronter un enfant. Il invoque son épée de l'insecte et se lève rapidement. Alan est concentré et prêt à se battre. Il cligne des yeux, et quand il ouvre les yeux, il est choqué de voir que le levier n'est plus devant lui. Il pense que son adversaire a disparu et ne se rend pas compte qu'il est juste derrière lui. Il est frappé par derrière et envoyé voler dans les airs. Heureusement, Alan a juste été égratigné. Il sait qu'il serait mort si son épée ne l'avait pas bloqué. Il atterrit sur ses pieds et se tourne pour faire face au guerrier insecte. Cependant, Levé est une fois de plus introuvable. Le jeune héros regarde frénétiquement dans toutes les directions pendant que Levé rit. Il explique que les insectes se spécialisent dans la survie et l'évasion. Dans la seule seconde qu'il faut à Alan pour cligner des yeux, Levé est capable de se faufiler derrière lui et d'attaquer avec son talent. Un seul éclair dans le temps. Alan est renvoyé en l'air et atterrit sur ses mains et ses genoux. Les villageois regardent et croient que le gamin n'a aucune chance. Certains d'entre eux demandent pourquoi il combat le héros alors que la femme est clairement une sorcière. Il lui crie dessus alors qu'il se lève et a l'air tremblant. Levé demande s'il regrette de croire en sa conviction car elles ne font que provoquer de la douleur. Alan a l'air inquiet lorsque le chevalier insecte apparaît derrière lui et dit cette fois qu'il va mettre fin au combat. Cette fois, cependant, Alan est prêt et se retourne. Les yeux de Levé s'écarquillent lorsque le jeune garçon évite son attaque et saisit son bras. Il l'utilise pour se relever et frapper Levé avec son épée. Le guerrier insecte est projeté en arrière, mais parvient à stopper son accélération car il a pu se protéger avec ses bras. Il explique que l'épée mentale est une capacité où une émotion forte se manifeste et prend forme. La capacité de gêne et de réchauffer les cœurs des gens. Alan déclare avec passion qu'il n'y a pas besoin d'être intimidé par des rumeurs sans fondement. Levé s'imprègne des paroles du garçon, puis dit que le fondement d'un héros est de protéger ses convictions. Les villageois qui crient sont tous des gens imprudents aveuglés par des rumeurs. Levé regarde le jeune garçon avec un intérêt renouvelé et dit que c'est un héros convenable. Contrairement à ceux qui ont abandonné leurs convictions, Jean entend cela et sait qu'il parle d'elle. Levé invoque son épée et semble plus heureux qu'avant. Jean regarde, des gouttes de sueur coulant sur son visage. Ses yeux semblent perdus dans ses pensées. Elle se souvient que depuis qu'elle était enfant, elle voulait l'approbation de son père en créant une épée mentale.
Retour en arrière lorsqu'elle s'entraînait. Elle a travaillé dur, motivée par son désir que son père la reconnaisse. Nous voyons sa grande maison de palais, où à l'intérieur elle est réprimandée. Son père est venu voir son épée mentale, mais la qualifie d'inutile comme de la camelote. Il ne se rend pas compte que manifester une épée en soi signifie qu'elle a du talent. Il lui dit d'abandonner ses faibles convictions avec une autre avec laquelle elle pourra tirer une épée plus forte. Il dit alors qu'il y a un endroit parfait pour elle. De retour dans le présent, 2 soldats se préparent à lui tirer des flèches dessus sur ordre de leur graveton. Elle siffle dans l'air alors qu'elle reste immobile au sol. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'elle sent que quelque chose s'est passé. Elle lève les yeux et voit que Darion s'est interposé entre elle et les flèches. Elle le serre dans ses bras et crie qu'il a besoin d'un traitement immédiat. La scène lui rappelle un donjon alors qu'elle regarde avec inquiétude. Darion la tient et dit qu'un traitement est inutile. Il la regarde avec pitié et une compréhension qui la touche. Il pleure en disant qu'elle a traversé tellement de choses, et qu'il ne l'a même jamais su. Il est rempli de regrets. 2. Alors qu'il se souvient des moments où il lui a demandé de le poignarder. Il dit qu'elle a une âme au grand cœur. Une épée est une arme conçue pour blesser. Une épée qui guérit est en fait assez contre nature. Darion dit que son épée a été forgée parce qu'elle trouve impossible de regarder les autres souffrir. L'épée de Jean est, en réalité, plus forte que toute autre. Nous revenons à ces jours d'entraînement où elle vient de perdre à nouveau. Il lui avait demandé de viser la tête, mais elle ne pouvait pas le faire de peur de lui faire mal. Il a l'air heureux d'entendre cela. Plus tard dans la soirée, il se repose dans la chambre alors qu'elle dit que son épée n'est pas adaptée à un héros. Elle se considère comme faible car son épée ne peut rien vaincre. Les larmes montent dans ses yeux alors qu'elle se dit que son père a raison. Darion répond qu'elle a une âme au grand cœur. Il était autrefois un médecin qui a été expulsé du palais royal pour avoir soigné un soldat ennemi. Il avait simplement suivi ses convictions de médecin qui guérit tout le monde. Il dit qu'il n'y a pas de différence entre sauver une vie en vainquant un ennemi ou en soignant une blessure. Jean écoute en silence. Darion se lève et demande si elle le considère comme une personne faible. Cela fait réaliser à Jean qu'il a raison, car il n'a pas du tout l'air comme ça. Dans le présent, Darion est surpris de voir Jean se lancer soudainement dans l'action. Pendant ce temps, Alan est toujours engagé dans une bataille intense avec le V. Le jeune enfant donne tout ce qu'il a, mais est surpris de voir son bras devenir violet. Le guerrier insecte dit que c'est l'effet du venin. S'il ne se fait pas soigner, il ne pourra plus jamais utiliser son bras. Il pense que la bataille est à sa fin. Alan continue de se battre vaillamment lorsque ses yeux remarquent quelque chose qui approche. Jen le poignarde par derrière, le prenant par surprise. Elle reste silencieuse alors qu'Allen voit que son bras est en train de guérir. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi il se donne tant de mal pour l'aider. Il se tourne vers elle et dit que c'est parce qu'il est un héros en affichant un grand sourire. Cela fait réaliser à Jean que ce qu'elle voulait devenir n'était pas un héros reconnu par son père. Elle se souvient de Darion lui disant qu'elle peut devenir une héroïne et du jeune garçon la remerciant de l'avoir aidée. Elle s'excuse auprès de Darion dans sa tête car la raison pour laquelle elle n'était pas honnête était qu'elle ne voulait pas trahir les personnes qui croyaient en elle. Elle pense à ses paroles gentilles et est reconnaissante qu'il ait eu confiance en elle. Elle tient son épée avec détermination puis déclare qu'elle ne s'enfuira pas. Son visage est maintenant rempli de détermination. Alan, Darion et l'enfant la regardent avec des réactions positives. Le jeune enfant remarque alors quelque chose et dit à son père de regarder. Les 2 soldats s'effondrent devant eux. Alan les reconnaît comme les personnes d'hier. Les villageois remarquent également leurs uniformes d'entraînement de chevaliers et en concluent que ce sont les personnes qu'ils pensaient avoir été tuées par la sorcière. L'un des soldats lutte un peu, puis dit que le V les a attaqués et les y a cachés. Il avait prévu d'utiliser leurs cadavres comme preuve pour capturer la sorcière. Les villageois sont stupéfaits d'entendre cela. Le guerrier insecte a l'air ennuyé alors qu'il demande à Jean si elle a vraiment le droit de parler de conviction après avoir participé à la torture. Elle ne dit rien alors qu'il ajoute qu'elle est disqualifiée en tant que héros. Il la regarde avec la colère d'un insecte et utilise la capacité brouillard empoisonné. Fou de rage, le V utilise sa capacité de brouillard empoisonné sur Alan et Jean. Un des soldats essaie de mentionner les conséquences de l'utilisation de cette technique, mais n'y parvient pas. Jean attrape alors le jeune enfant et lui dit de l'éviter. Un des villageois voit le brouillard et l'inhale. Il commence à tousser et s'effondre immédiatement avec de la mousse qui sort de sa bouche. Les autres réalisent que c'est du gaz toxique. Ils crient aux guerriers insectes de se calmer car des innocents sont blessés. Leur plainte tombe dans l'oreille d'un sourd, car le V semble perdu dans ses pensées. Un flashback nous ramène plus tôt dans sa vie et nous le voyons allongé dans la rue sans abri contre la pluie. Il voit quelqu'un s'approcher et lève les yeux pour voir leurs dents. Il remarque que le V est comme un insecte piétiné. L'essentiel pour un guerrier est de protéger ses convictions. Les convictions faibles et fissurées feraient mieux de disparaître. Ceux qui ne peuvent même pas en protéger un sont pires que des insectes. Le V se souvient de ce moment tandis que les villageois fuient le brouillard empoisonné. D'autres ne peuvent pas bouger et doivent être emportés. Jean se couvre la bouche tandis que le V déclare que tout le monde est ruiné. Il se souvient de ce qu'il a dit aux 2 soldats plus tôt en parlant de retirer quelqu'un en qui les villageois avaient confiance. Il arrive à la même conclusion qu'à l'époque, à savoir que la seule solution est de tuer tous les témoins. Jen maintient une position défensive, mais Alan charge directement sur le V, qui a l'air un peu surpris par ce mouvement.
Il parvient à esquiver l'attaque et demande si le jeune enfant n'a pas peur d'inhaler le poison. Alan se souvient de l'époque où la ville a été attaquée par des démons et où il a vu tous les innocents tués. Il voit les villageois morts et crie que faire du mal aux personnes sans défense est quelque chose qu'il ne peut pas pardonner. Levé est assez amusé et félicite le jeune guerrier. Juste à ce moment-là, Alan est frappé par l'épée de guérison de Jean. Elle lui dit qu'elle a temporairement renforcé sa résistance au poison et qu'elle peut tenir encore 5 minutes. Alan la remercie puis charge son ennemi une fois de plus. Le villageois empoisonné se lève également soudainement. Il apprend que la sorcière lui a poignardé l'estomac et l'a guéri. Alan continue de frapper Levé, mais est incapable de le toucher. Il continue d'attaquer, mais commence à être frustré car la différence de compétences est trop grande. Il a soudain une idée et appelle Jean. Il lui murmure quelque chose à l'oreille tandis que le guerrier insecte observe. Elle crie que sa suggestion est trop dangereuse, mais il retourne déjà dans le combat. Levé est amusé, pensant que le plan d'Alan est de simplement charger en avant. Il prépare son arme et dit que cette stratégie n'est pas différente du suicide et frappe. Il sourit car il est capable d'atteindre un point vital. Il voit alors un éclair de lumière et voit que Jen avait utilisé la lame de guérison presque instantanément après qu'il ait été touché. Alan tourne alors pour attaquer l'adversaire non préparé. Nous voyons qu'il a dit à Jen qu'il chargerait sans se soucier d'être poignardé. Il abaisse son épée et sourit, sachant que Levé ne pourra pas éviter cette attaque. Le guerrier insecte regarde impuissant et est frappé si fort qu'il est envoyé voler au loin. Alan atterrit sur le sol et célèbre son plan réussi. Jean pose sa main sur son épaule et n'a pas l'air d'humeur à célébrer. Elle crie que son plan était dangereux car un simple retard d'une seconde aurait pu être fatal. Darion, quant à lui, est choqué de ce qu'il a vu. Outre la guérison, Jean peut temporairement augmenter la force et la vitesse de quelqu'un. Cependant, le niveau de puissance d'Alan est toujours inimaginable alors qu'il voit l'impact que son coup final a causé. De la fumée, le pied de Levé s'avance. Jen le voit et est instantanément en alerte. Le guerrier insecte marche vers eux. Elle est stupéfaite qu'il puisse encore se tenir debout après une telle attaque. C'est vraiment un guerrier du royaume. Il se rend compte que la situation n'est pas idéale. Alan n'est qu'un débutant, mais sa puissance est formidable. Il sera difficile de le maîtriser tout en se retenant. Il voulait le montrer à son seigneur, alors maintenant il décide qu'il devra lui couper un bras avant de l'emmener. Jean le regarde avec peur puis voit qu'Alan s'est déplacé juste à ses côtés. Sa sueur est abondante et tombe au sol. Elle lui dit qu'elle ne peut utiliser la lame de guérison qu'une seule fois de plus. La condition pour l'utiliser est son endurance et elle est déjà à sa limite. Elle dit que lui et les villageois seront en sécurité si elle va simplement avec Levé. Alan attire son attention et dit que ce n'est pas seulement elle qui ressent de la douleur pour la souffrance des autres. Elle le regarde alors qu'il déclare que personne ne veut voir souffrir une personne précieuse. Son point est que Darion sera blessé s'il la voit en agonie. Levé positionne alors son pied et bondit en avant. Jean crie à Alan de s'enfuir car la situation est dangereuse. Elle est surprise de voir qu'il charge en fait aussi et prévoit de rencontrer le guerrier insecte de front. Jen regarde avec horreur alors que les deux se chargent l'un sur l'autre. Levé pense que peu importe la force de l'attaque car elle ne l'atteindra pas. Il a l'avantage de la vitesse et de la portée. Il prépare son arme et balance son épée. Soudain, il sent que quelque chose ne va pas. Il regarde vers le bas et voit l'enfant du village agrippé à ses jambes. Il se rend compte que cette petite interférence va perturber l'équilibre de son corps. Cette distraction momentanée l'a également laissé grand ouvert. Alan est dans les airs, prêt à frapper. Il déclare que Levé a torturé Jen, tourmenté un vieil homme et impitoyablement tué des innocents. Il crie qu'il ne peut pas lui pardonner ses actes. Levé regarde impuissant alors que l'épée s'approche de lui. Il se souvient de ce que son seigneur lui a dit quand il était allongé dans la rue il y a longtemps. Les convictions faibles disparaissent. Les humains sans principe qui ne peuvent même pas protéger une seule conviction, sont pires que des insectes. Ses yeux sont maintenant remplis de peur et d'incrédulité qu'il se bat contre ces insectes. Alan réussit un coup direct avec une innocence céleste, pure et innocente. Tout le monde ressent l'impact, qui est si fort qu'il crée une énorme explosion. La poussière monte dans l'air, et le sol et les arbres voisins sont emportés. La poussière commence à retomber après l'énorme explosion. Levé tombe au sol, ayant absorbé le choc de l'explosion. Jean et les villageois regardent avec admiration, surpris de ce qui est arrivé à un héros. Alan est victorieux, et les voix criant que le héros a été vaincu se font plus fortes. Levé gît inconscient sur le sol tandis que Jean regarde, toujours incrédule. Alan s'effondre alors au sol, ce qui la pousse à courir vers lui. Alan se relève et dit que lorsqu'il a attaqué, il a été touché par une contre-attaque sur son bras. S'il avait commis la moindre erreur, cela aurait été un coup fatal. Jen pense à ce qu'il a dit et est stupéfaite que Levé ait même pu contrer en un laps de temps si bref. Elle réalise à quel point ils étaient proches de la défaite, puis dit qu'elle est heureuse qu'il n'ait pas été gravement blessé. Elle se prépare à le guérir, mais est interrompue par un son provenant de la fumée. Ils tournent tous les deux la tête, l'air abasourdi. Levé est de retour sur ses pieds et s'avance vers eux. Alan n'arrive pas à y croire. Darion n'est pas aussi choqué puisque Levé est un héros d'élite certifié par la royauté. Le guerrier insecte demande s'il pensait qu'il perdrait réellement contre quelqu'un qui ne peut même pas défendre une faible conviction. Jen regarde le jeune enfant et dit que le choix lui appartient.
Elle demande si, à partir de maintenant, il peut lui faire confiance. Elle commence à se lever alors qu'Alan regarde avec une expression vide. Il sourit alors et dit qu'il le peut. Jean se lève pour faire face à son adversaire. Levé demande ce qu'elle compte faire avec cette faible épée. Il dit qu'elle est une fausse qui a abandonné sa conviction. Jean ne répond pas et commence plutôt à briller. Les villageois regardent, émerveillés. Alan regarde aussi alors que la lumière devient plus vive. Levé est surpris et demande ce qu'elle fait. Nous voyons que Jean s'est en fait rapproché et l'a poignardé avec son épée. Ses blessures commencent à s'améliorer alors qu'elle déclare que ses blessures sont graves et qu'il se blessera gravement s'il se pousse plus loin. Elle sait qu'elle pourrait regretter ce qu'elle fait, mais sa conviction est qu'elle ne peut ignorer personne qui est blessé. Elle se souvient de Darion guérissant tout le monde, puis se tient fièrement devant Levé et déclare que c'est sa conviction. Levé trouve cela tellement stupide qu'il en est sans voix. Il dit qu'à cause de sa sympathie, tout le monde pourrait mourir. Il ajoute que la moralité sans la capacité d'assumer la responsabilité n'est rien d'autre qu'une pathétique autoconsolation. Elle a ainsi brisé tout espoir qu'il leur restait de le vaincre. Alan regarde, confus. Levé se prépare à attaquer, mais s'arrête lorsqu'il voit que Jean utilise maintenant l'épée de guérison sur Alan. Ses blessures sont complètement guéries alors que Levé demande comment elle est encore capable d'utiliser son épée. Elle avait précédemment déclaré qu'elle ne pouvait l'utiliser qu'une seule fois de plus et qu'elle avait atteint sa limite. Elle explique qu'une fois que son endurance atteint sa limite, elle peut utiliser sa force vitale pour activer l'épée de guérison. Les yeux de Levé s'écarquillent lorsqu'elle déclare que de cette façon, elle peut sauver tout le monde. C'est sa façon d'assumer la responsabilité de ses actes. Il demande si elle a l'intention de mourir. Elle répond que si cela arrive, sa mission sera un échec. Levé réfléchit à ce qu'elle a dit et sourit. Il se tourne vers ses soldats et dit qu'ils s'en vont. Il se retourne et déclare que leur mission a échoué. Il s'éloigne tandis que Darion regarde, choqué. Alan sourit et dit que ce que Jean a fait était incroyable. Elle s'effondre alors face contre terre. Alan et Darion courent vers elle. Elle se relève et dit qu'elle va bien et se détend simplement un peu. Elle sourit, sachant que tout le monde est en sécurité. Darion la regarde avec fierté en voyant qu'elle est devenue forte. Leur célébration est interrompue par une voix criant qu'il ne devrait pas laisser la sorcière partir. Un des gardes du village dit que Jean a attaqué des citoyens innocents. Il sort son épée et prévoit de s'occuper d'elle. Darion est furieux que les gens croient encore aux rumeurs même après avoir vu ce qui vient de se passer. Le garde sourit, et nous apprenons qu'il veut juste obtenir la prime pour sa capture. C'est sa chance de s'élever. Il sait qu'elle n'est pas vraiment une sorcière, mais il s'en fiche. Il charge alors qu'Alan et Jean se tiennent là, ne sachant pas quoi faire. Il y a un bruissement, et nous voyons les villageois de la ville portuaire s'interposer entre le garde et les deux héros. Le garde est furieux, mais le marchand répond que cette affaire concerne leur village. C'est un problème qu'ils doivent résoudre eux-mêmes. Le garde regarde avec colère, mais le soldat que Jean a guéri lui dit de se retirer. Il admet alors que ce sont eux qui ont cru aux fausses rumeurs. Alan pousse un soupir de soulagement tandis que le marchand déclare qu'il achètera volontiers de nouveaux gants au garçon. Alan entend cela et sourit alors. Nous voyons la tour et entendons ensuite une voix crier de joie. Pendant ce temps, les soldats demandent à Levé s'il part vraiment. Il lui rappelle que l'ordre du Seigneur était clair, ramenez-la. Et si elle résiste, tuez-la et ramenez le corps. Le guerrier insecte répond que le fondement d'un héros réside dans le maintien de ses convictions. Il sourit et leur dit qu'il y a maintenant plus d'intérêt à l'observer un peu plus longtemps. Darion dit à Alan qu'il y a des règles qui doivent être absolument suivies par ceux qui manient l'épée mentale. Il dit que la première règle est qu'un guerrier ne doit jamais agir contre sa conviction et doit rester fidèle à ses croyances. Si le guerrier va à l'encontre de ses convictions, cela lui nuira. Bien que cela varie selon l'épée, les conséquences peuvent signifier la disparition de l'âme ou même la mort. Alan se souvient comment Hayt l'a sauvé en utilisant le pouvoir de son épée Hayt et comment il a dit que son épée disparaîtrait à cause de cela. Cela lui fait réaliser que Hayt a sacrifié quelque chose de grand pour lui. Darion poursuit en disant que plus la conviction du guerrier est forte, plus l'épée mentale peut se déchaîner. Il demande au garçon si sa lame de pureté ne fonctionne pas sur ceux qui ont un cœur bon, et Alan dit qu'il a raison. Darion dit que s'il viole un jour sa conviction de ne pas blesser les personnes au bon cœur, cela signifie que son épée mentale sera corrompue. Alan demande si son épée peut frapper les personnes gentilles. Darion fait une pause à cette question. Il dit « non ». Puis il revient instantanément sur ses pas et dit « peut-être ». Il rit et lui dit de ne pas s'en soucier et de s'en tenir à sa conviction. Secrètement, le vieil homme est soulagé de n'avoir rien dit qui aurait affecté l'innocence du garçon. Plus tard, Alan retourne chez le marchand où on lui donne de nouveaux gants. Le vendeur lui dit que ces nouveaux gants sont faits de cuir de haute qualité, donc ils sont plus résistants et ne se déchirent pas. Le marchand a l'air stressé, car il sait qu'il se débarrasse d'une marque qui peut être vendue 4 fois plus cher. Alan baille et dit qu'il est fatigué parce qu'il a eu une leçon tard hier soir avec Darien. Il promet d'être un guerrier fort. Il se souvient à quel point Levé était fort et qu'il n'aurait eu aucune chance si Gênes n'avait pas été là. Cela rend l'enfant déterminé à devenir plus fort et à devenir le guerrier qui peut protéger n'importe qui. Sa déclaration fait sourire le marchand. Alan lui demande pourquoi il lui a demandé de vérifier la rumeur auparavant. Le marchand répond qu'il voulait juste confirmer les rumeurs auparavant.
Il se souvient de tous les dangers qui se sont produits par la suite et comment il ne savait pas que cela allait se transformer en quelque chose de grand. Il se souvient comment Jean est arrivé dans leur ville quand elle était encore enfant, et comment elle est restée cachée des autres pendant si longtemps. Étant donné que leur ville portuaire de Lagos est la ville où les aspirants héros passent chaque année, de nombreuses rumeurs vont et viennent dans leur ville si facilement. Il partage son opinion selon laquelle personne ne n'est héros et qu'il est de la responsabilité des adultes de leur montrer le bon chemin. Il se souvient comment il a essayé de protéger son fils quand Levé était dans une émeute. Il poursuit en disant qu'il est du devoir de ceux qui sont en ville de voir qui a le potentiel de devenir des héros. Ces mots font sourire Alan. Une seconde plus tard, Alan s'excite car son navire est prêt à partir. Le marchand lui dit que quelqu'un arrive. Alan se retourne et sourit à ce qu'il voit. Jean arrive et porte son sac de biens. Le fils du marchand remercie Jean pour tout, et elle lui tapote la tête. Alors qu'elle monte à bord du navire, elle se souvient comment elle a dit à Darion hier soir qu'elle allait passer l'examen de héros comme Alan. Elle explique qu'elle veut expier ses péchés passés. Elle se souvient aussi à quel point l'épée d'Alan était puissante, et craint qu'il ne devienne dangereux s'il n'est pas guidé sur le bon chemin. Elle partage son plan d'être celle qui les guidera là-bas, comme Darion l'a fait pour elle. Darion réalise que Jean ne veut pas qu'Alan traverse les choses qu'elle a vécues et la considère comme une personne gentille de se soucier. Darien lui dit qu'elle a sa bénédiction. La fille lui dit avec un grand sourire qu'elle ne s'enfuira pas cette fois. Cela choque Darien de la voir sourire à nouveau après si longtemps. Dans le présent, Darien est au port et a l'air heureux en voyant le navire partir. Alors que le navire bouge, Jean et Alan parlent de la façon dont ils vont à la capitale. Pendant ce temps, au château royal de la capitale, le roi Savard se rend à la cathédrale souterraine. Il ouvre la porte pour révéler que la tête de Hayt est conservée dans un réservoir d'eau. De manière inquiétante, Savard dit que Hayt et la colère arrivent. Un groupe de voyous vient de défoncer la porte de la taverne dans la capitale. Le chef des voyous exige de l'alcool et des herbes médicinales. Les spectateurs reconnaissent le chef comme le voleur et meurtrier, Hector de la Ruelle. L'employé de la taverne s'excuse auprès d'Hector car, bien qu'ils aient encore de l'alcool, ils sont déjà à court d'herbes médicinales. La femme désigne nerveusement l'homme avec son pied sur la table, car c'est lui qui a apporté le dernier lot d'herbes médicinales. L'homme est raso, et ses yeux ont l'air légèrement agacés, comme si la situation ne le concernait pas. Hector s'approche de lui avec un long poignard et exige ses herbes médicinales. Raso se lève de sa chaise. Hector pense qu'il est sur le point de le combattre, alors le voyou l'avertit de simplement remettre le tout sans problème. Hector est surpris lorsque l'homme leur présente son sac plein d'herbes médicinales et il leur dit tous les types d'herbes qu'il a apportés. Ces voyous n'arrivent pas à croire que le gars semble si facile à tout leur abandonner. Sans retirer ses yeux d'apparence agacés, Raso demande à Hector de ne pas enfoncer une arme sur le visage d'une personne car c'est angoissant. Il se porte volontaire pour abandonner même son argent et son portefeuille juste pour qu'ils épargnent sa vie. Hector et son homme ne peuvent s'empêcher de le voir comme un personnage lâche et pathétique. Les voyous regardent le sac et sont satisfaits que cela signifie qu'ils sont parés pour un mois. L'un des hommes d'Hector suggère de voler la taverne, ce que le chef approuve. Juste au moment où l'un des voyous est sur le point de s'approcher du comptoir de la taverne, Raso lui assène un coup de poing. L'homme mystérieux révèle alors qu'il a une épée mentale. Il tremble et transpire. Il dit toujours aux voyous qu'il va les arrêter. Pendant ce temps, Alan vient d'arriver à la capitale, et il est excité de voir des bâtiments si hauts pour la première fois. Un homme le voit agir comme un pecno et l'invite à essayer la glace qu'il vend, car il est sûr qu'il n'en a jamais goûté auparavant. Alan est méfiant mais pense que ça a l'air bon. Jean lui conseille de ne pas l'acheter car ils viennent de manger. Elle l'informe que manger des sucreries juste après un repas n'est pas bon pour lui. Le vendeur de glace lui dit que sa glace contient du sucre alternatif, donc elle est saine et bonne pour le régime. Jen y pense avec un regard sceptique. Le duo finit par acheter un cornet de glace pour chacun d'eux. Alan est excité par le paysage pendant qu'il se promène. Il proclame qu'il deviendra un vrai héros. Jean lui demande pourquoi il veut être un héros. Alan lui raconte l'époque où une armée de démons a envahi son village et comment il était le seul survivant à la fin. À l'époque, Hayt a tiré son épée mentale pour le sauver. Il dit que c'est le moment qui l'a inspiré à devenir un héros qui peut protéger tous ceux qu'il aime. Jean sourit à son compte. Elle est ensuite choquée car elle vient de réaliser qu'il a mentionné le nom de Hayt et demande s'il parle du Hayt de l'une des 10 épées du roi. Alan ne sait pas ce que sont les 10 épées du roi. Elle informe qu'ils sont les 10 guerriers les plus forts du royaume choisis directement par le roi lui-même, et qu'ils ont leur propre pouvoir politique et militaire. Elle lui dit aussi que Levé était l'une des 10 épées. Alan est choqué que Hayt se révèle être quelqu'un d'aussi incroyable. Il réalise que même le père de Jean est l'une des 10 épées. Elle l'informe également qu'elle a entendu dire par des habitants que Hayt n'est pas revenu de sa dernière mission. Alan se souvient comment il a risqué sa vie pour protéger Hayt de l'ennemi et comment l'homme l'a sauvé. Le garçon se demande ce qui est arrivé à Hayt après qu'il l'ait sauvé. Il se souvient comment Hayt a massacré une famille de démons innocents. Il déclare qu'il se donnera pour mission de sauver tout le monde pour prouver à Hayt qu'il a tort. Jean lui dit que pour qu'il fasse cela, il doit d'abord réussir l'examen de héros. Puis ils arrivent à la place de la capitale, où tous les candidats héros se rassemblent. Pour Alan, tous les candidats ont l'air redoutables. Au centre de la place,
une femme avec une balance attachée à ses cheveux, elle se présente comme Gola, l'examinatrice. Elle explique que l'examen est composé de 3 étapes, et qu'en échouer une signifie que vous n'aurez pas d'autre chance avant l'année prochaine. Elle prévient également qu'il n'y aura aucune compensation pour les blessures, les handicaps, les décès ou les disparitions pendant les examens. Tous se tiennent au garde à vous sans réaction même quand elle leur dit cela. Gola prend leur silence comme un signe d'accord. D'un geste du doigt, il laisse son épée mentale se lever. Elle déclare que les règles n'ont de pouvoir que lorsque la majorité les suit. Elle pointe vers le bas, ce qui envoie son épée vers le sol. Elle déclare que la première règle du tour est que quiconque retire son épée réussit la première étape de l'examen. L'énorme et extrêmement musclé candidat sort, confiant qu'il peut sortir l'épée facilement. Il essaie de l'arracher de toutes ses forces, mais quoi qu'il arrive, l'épée ne bouge pas. La règle stipule que sa deuxième règle est que lorsque quelqu'un touche l'épée, ses qualifications de héros sont révélées dans son esprit. Au moment où quelqu'un touche l'épée, Gola peut juger s'il est digne d'être un héros ou non. Elle dit à l'homme énorme qu'il peut réessayer l'année prochaine. La règle continue d'expliquer que ce n'est que lorsqu'elle juge une personne digne d'être un héros que la personne peut retirer l'épée. Les candidats s'alignent afin de retirer l'épée. Jean dit à Alan qu'elle pense qu'il devrait observer pour l'instant. La deuxième personne qui a essayé de retirer l'épée a également échoué. Les autres candidats le reconnaissent comme celui qui essaie toujours de réussir l'examen de héros chaque année. Ils le connaissent sous le nom de Razo, le candidat éternellement répétiteur. Razo est déjà à bout de souffle à cause de ses efforts. Gola lui dit avec honnêteté qu'il est inutile et pathétique. Razo demande pourquoi il a échoué, surtout qu'il a une épée mentale. Gola prend une pomme et le met au défi de la couper avec son épée mentale. Elle lance la pomme en l'air. Razo prépare son épée et la balance. Cependant, la pomme atterrit sur le sol sans être coupée. En regardant de plus près l'épée de Razo, il n'y a pas de lame, et il ne tient qu'un manche. Gola estime qu'il a une lame de lâche. Elle lui dit que son cœur pitoyable n'a pas sa place parmi les héros. Elle passe ensuite à dire au prochain candidat de s'avancer. Le groupe de candidats considère son jugement comme injuste car il semble qu'elle choisit juste qui elle veut à la fin. Il lui crie dessus pour être injuste et indigne de confiance. Même la figure musclée qui a pris le premier tour pour retirer l'épée lui dit qu'il ne peut pas accepter son verdict et l'attaque. Gola balance son doigt vers le haut, ce qui envoie également l'attaquant télépathiquement très haut. Elle dit aux candidats que la violence entre les examinateurs et les candidats pendant l'examen est strictement interdite. Elle permet ensuite à l'homme de tomber au sol en guise de punition pour avoir enfreint les règles. Il finit par être inconscient. L'un des candidats, Indar, s'avance et dit aux autres qu'ils sont pathétiques de se plaindre d'injustice juste parce qu'ils n'acceptent pas le résultat. Il retire l'épée et est capable de la soulever sans problème. Tout le monde est choqué de voir le premier à réussir. Gola le félicite et dit qu'elle expliquera les critères d'évaluation. Elle explique que la sagesse, la vertu, la force, un bon cœur, l'intelligence, la perspicacité, la conduite morale et la conviction mentale sont ce qu'elle juge. Elle déclare également que son jugement est absolu et sans corruption. Les candidats sont incapables d'argumenter qu'elle continue l'examen. La 17e candidate a réussi et Jean. Les autres la reconnaissent comme le graffon qui s'est enfui. Elle va vers Alan qui l'encourage. Elle dit au garçon qu'elle sait qu'il réussira aussi. Cela amène Alan à répondre avec confiance qu'il le fera. Voir plus de gens réussir rend les autres nerveux pour leur tour. Pendant ce temps, une silhouette cagoulée se faufile hors du site d'examen. La silhouette rencontre 2 autres personnes cagoulées de la même manière et parle de la façon dont ils naviguent dans l'examen de héros. À côté de leur lieu de rencontre se trouve une ruelle avec 3 cadavres d'hommes. Ils parlent de la façon dont ils étaient les candidats qui ont réussi le premier tour et qu'ils ont falsifié leurs documents et leurs pièces d'identité. Ils s'inquiètent de se faire prendre, mais parlent toujours de la façon dont ils doivent terminer la mission quoi qu'il arrive. Le chef dit aux autres de se débarrasser des corps. L'un d'eux déclare que leur plan est sur le point de commencer. Le chef révèle que derrière ses robes se trouve un bras musclé avec une peau rouge foncée et des griffes. Pendant ce temps, c'est au tour d'Alan de sortir l'épée, et il s'avance vers elle, nerveux. Les spectateurs le sous-estiment parce que ce n'est qu'un enfant. Alan fait face à l'épée devant lui. Il se souvient de Hayt et de la façon dont il l'a sauvé 2 fois malgré son comportement opposé à celui d'un héros. Le garçon se demande à quoi est censé ressembler le cœur d'un héros et s'il l'a. Il saisit l'épée par le manche. Alan essaie de la retirer en pensant qu'il ne remettra jamais en question sa mission de sauver tout le monde. Au contact de l'épée, Gola ressent quelque chose qui la surprend. Avant qu'il ne puisse la retirer, quelque chose qui arrive, attire l'attention du garçon. Pendant ce temps, Razo est sur le côté et vient de frapper le sol puisqu'il a échoué à l'examen une fois de plus. Hector, le voleur que Razo a rencontré dans la taverne, le voit et est en colère qu'il ait osé l'attaquer lui et ses hommes de main et s'enfuir avec les herbes. Razo s'enfuit, alors Hector et ses hommes le poursuivent. Soudain, Hector se fait ramasser par un démon rouge volant qui met l'homme hors d'état de nuire. Le démon dit aux gens qu'il fait cela pour sa mission. Tout le monde est perplexe quant à la raison pour laquelle il y a un démon dans la capitale. Gola en déduit que la créature est un espion de l'armée des démons et qu'il doit y en avoir d'autres qui sont venus en petits groupes pour ne pas être détectés par la sécurité de la capitale. Son entrée attire tellement l'attention,
elle pense que c'est intentionnel. Elle dégaine son épée de corruption et charge ensuite vers le démon volant. Choquée, elle est en quelque sorte repoussée au moment où elle s'approche de la créature. Elle se souvient que la violence entre les examinateurs et les candidats est strictement interdite. Elle se demande si cela signifie que le démon est l'un des candidats. Le démon libère une boule de feu avec sa main et la jette sur l'architecture à proximité. Les gens fuient son saccage. Alan voit Rezo s'enfuir aussi. Pendant ce temps, Inar vient de frapper le démon avec un bâton d'arc. Avec un grand sourire, il jure de le tuer. Le démon est insulté que seul un candidat guerrier l'affronte. Alors qu'il envoie Inar voler avec un coup de bras, il appelle de vrais guerriers. Le démon se rend alors compte que ce qu'il a frappé n'est en fait qu'une poupée de paille. Le vrai Indar se faufile derrière la créature et la frappe à nouveau avec son bâton d'arc. Le démon arrête sa chute et remonte pour saisir le bâton d'arc d'Indar. Indar lance des lames de projectiles sur la créature, mais elle les évite toutes. Cependant, les lames s'avèrent être attachées à des chaînes qu'Indar saisit toujours. Il tire les chaînes, en voyant les lames se tordre sur le corps du démon. Cependant, cela ne suffit pas. Les lames se brisent simplement en morceaux à cause de l'extérieur dur de la créature. Indar sourit au défi. Pendant ce temps, les citadins sont toujours dispersés alors qu'ils s'enfuient. Il y a une petite fille qui pleure parce qu'elle vient de se perdre de sa mère. Le bois brûlant de la maison derrière la petite fille tombe sur elle. Avant qu'il ne puisse atterrir sur elle, une figure invisible emporte la petite fille. Alan voit ce qui se passe et crie qu'un démon invisible kidnappe l'enfant. Razo désactive son pouvoir pour lui montrer que ce n'est que lui. Il rend la petite fille à sa mère soulagée, mais ne se montre pas à eux. Razo explique à Alan qu'il peut devenir invisible en utilisant son épée de lâche. Alan demande pourquoi il est devenu invisible pour sauver la petite fille alors qu'il n'était pas obligé de le faire. L'homme dit simplement qu'il est effrayant de se montrer. Il croit que sa capacité d'épée mentale n'a aucune utilité, mais il passe quand même l'examen de guerrier chaque année à cause d'une promesse à un ami. Cependant, il croit que cette année pourrait être sa dernière. Alan le voit comme une figure héroïque qui vient de sauver quelqu'un et souhaite que les examinateurs le voient. Leur conversation est interrompue car plus de personnes sont en difficulté. Pendant ce temps, Indar est déjà mis hors de combat par le démon. Près du combat se trouve un petit garçon trop effrayé pour sortir des décombres. Raza court rapidement vers l'enfant. Les démons clouent Indar au sol, et bien qu'il admette qu'il était fort, il n'est toujours rien comparé à un vrai guerrier. Au moment où il est sur le point de tuer Indar, la créature voit le petit garçon effrayé. Il s'approche du garçon avec l'intention de le tuer. Avant qu'il ne puisse le faire, le démon sent quelqu'un le frapper par derrière. Il regarde, mais il n'y a personne derrière lui. Pendant que le démon est distrait, Jean s'enfuit avec Indar inconscient et le petit garçon effrayé. Le démon est sur le point de les poursuivre, mais sent soudain Razo et l'attrape alors qu'il est invisible. Le démon le jette au sol et l'accuse d'avoir la capacité d'un lâche. Le démon est sur le point de le quitter, mais Razo le frappe avec une planche de bois par derrière. Alors que le démon lui demande pourquoi il se manifeste malgré le fait qu'il soit un lâche, de nombreux candidats guerriers regardent, choqués que le lâche attaque. La créature frappe ensuite Razo, ce qui le blesse. Le démon est sur le point de repartir, mais Razo se relève, tenant son épée de lâche. Razo ne nie pas qu'il a une peur bleue juste en se tenant debout et en lui faisant face, et qu'il n'a aucune idée s'il va mourir. Le démon confus lui demande pourquoi il se bat toujours. Razo lui dit que la pensée que quelqu'un meurt parce qu'il ne sait pas avancer le terrifie. Razo lui dit aussi que cela signifie qu'il l'affrontera quoi qu'il arrive. Le démon prépare son bras pour le tuer. Razo pense que c'est fini pour lui. Soudain, Alan charge par derrière, tenant son épée mentale. Il frappe le démon, l'envoyant voler sur une grande distance. Razo et les autres candidats guerriers sont bouche bée. Alan dit à Razo que bien qu'il soit un lâche avec un cœur faible, il a quand même réussi à sauver un enfant. Pendant ce temps, l'une des figures encapuchonnées dit qu'elles doivent se retirer car quelqu'un de fort est arrivé. Goku est révélé comme venant d'entrer en scène. Alors que la fumée et la poussière retombaient, Alan se tenait grand après son attaque étonnamment forte. Les spectateurs ont regardé avec surprise, et même le démon reconnaît que le petit enfant a du pouvoir. Il s'est précipité avec une immense vitesse, bien au-delà de ce qu'un humain pourrait jamais atteindre, mais les souvenirs des mouvements de levée ont réapparu dans son esprit. Comparé à lui, l'ennemi était maintenant beaucoup plus lent. Voyant clairement ses mouvements, Alan est capable de réagir et saute haut dans le ciel. Le petit garçon balance son arme sur le visage du démon, et les autres regardent avec stupéfaction alors qu'il s'écrase au sol. Les soupçons de Gola se révèlent de plus en plus plausibles à chaque seconde. Pendant ce temps, l'intrus titube à cause des dégâts et se relève. Puisqu'on ne peut apparemment rien y faire, il n'a pas d'autre choix que de libérer un pouvoir caché. Cependant, il est interrompu par une voix forte qui lui dit de courir. Les cris sont revenus à plusieurs reprises, et il s'est tourné, confus, pour demander une explication. Malheureusement, il n'y avait pas le temps de parler, et son allié lui a juste ordonné de courir à ce moment-là. Finalement, la raison de la panique est devenue claire. Alors que la silhouette corpulente de Goku entrait dans les rues, il grommelait et se plaignait que la capitale était ennuyeuse tout le temps. Alan se fige également en voyant le guerrier,
reconnaissant l'homme sans équivoque comme la même personne qui s'était battue avec Height et l'avait presque tué. Le souvenir fait vaciller son cœur. Comprenant la situation un instant, le démon plante ses membres dans le sol et s'envole. Reconnaissant la dangerosité de la situation, il est haut dans le ciel, mais les autres ne sont pas prêts à le laisser partir si facilement. Il demande de l'aide à Goku, disant qu'il s'est infiltré dans la capitale et qu'il faut s'en occuper. Puisqu'il est techniquement de son devoir de le faire, il lève le pied et le claque sur le sol. Le trottoir dur se fissure et se brise, et l'impact massif fait trembler la terre. Alors que les gens s'accrochent au sol pour garder l'équilibre, plusieurs morceaux de ciment brisés s'envolent dans les airs. Le guerrier a marché calmement entre eux et a décidé que 3 devraient suffire. Avec un seul doigt, il lance quelques roches en un instant, et elles volent vers la cible avec une vitesse incommensurable. Elles percent des maisons entières et rattrapent le démon, qui ne pouvait presque pas voler assez vite pour s'échapper. Les pierres percent ensuite son corps. De simples cailloux de la terre percent sa garde. Il s'écrasait, comme prévu, c'est tout ce qu'il y a à faire. De telles questions insignifiantes sont ennuyeuses pour quelqu'un comme Goku, et Alan ne peut s'empêcher de fixer avec des émotions mitigées. Jean passe à travers ses journées et demande s'il va bien. Il pose des questions sur le guerrier, et elle explique qu'il est la 3e épée du roi, également connue sous le nom de Berserker. L'homme est une personne extrêmement dangereuse dont il devrait se méfier. Cela confirme qu'il est l'une des 10 épées du roi et qu'il est du même niveau que Height. Mais pourquoi attaquerait-il l'un de ses camarades? Alan sort de ses pensées et se souvient de quelque chose d'important. Il se précipite aux côtés de Razo et vérifie s'il va bien. Il est heureusement toujours en vie et a même la force de s'inquiéter pour les autres. L'un des candidats guerriers a été gravement blessé, mais sa vie ne devrait pas être en danger avec l'aide de Jean. Cela fait soupirer de soulagement le lâche, et il respire enfin facilement. Juste à ce moment-là, Gola est venue vers eux, l'appelant par son nom. Elle s'incline de manière inattendue en signe de gratitude envers celui qui a gagné du temps alors qu'elle ne pouvait pas bouger. Se souvenant de son examen, elle révèle et comptabilise ses notes, expliquant davantage pourquoi il a échoué. C'est comme une gifle qui ne sert qu'à l'ennuyer. Cependant, s'ils appliquent les règles d'il y a un siècle, le monde pourrait changer. Les règles existent pour empêcher le chaos et maintenir l'ordre pour le bien de la vie des gens. Elles ne sont pas absolues, et celles imposées sans flexibilité ne sont pas différentes de la tyrannie. L'essence du premier examen est de tester les qualités qu'un guerrier devrait avoir. Étant donné que la confrontation avec le démon a été impressionnante, elle corrigera la note de son cœur de 3 à 10 points. Ses yeux s'écarquillent lorsque ses points totaux atteignent 30, ce qui lui permet de réussir le premier examen. Il a du mal à y croire alors qu'il est félicité, et elle ajoute qu'Alan a également réussi. Après tout, elle en a assez vu de ses qualifications en tant que guerrier. Se retournant vers l'homme choqué, elle l'appelle un lâche cool. Elle part précipitamment pour ajuster la 3e règle imparfaite et l'encourage une dernière fois. Avec son départ, la réalité de ce qui vient de se passer s'installe, et Razo se permet de retomber au sol. Il allait abandonner, mais il semble qu'il ait encore de l'attachement. Quelques instants passent et il proteste bruyamment alors que Jean essaie de le guérir en utilisant son épée pour poignarder son corps. Alan s'est moqué de lui et juste comme ça, les passants du premier examen se sont rassemblés. Leur bruit attire l'attention de Goku, et il remarque que le petit morveux est exactement l'enfant que Height est mort en protégeant. Il appelle Gola. Confirmant que le garçon est un candidat, il demande son score. Avec 35 points, il n'est qu'un passant moyen. Mais si chaque composant n'était pas sur 10 points, les résultats auraient été différents. Elle n'est pas sûre s'il est un guerrier ou un monstre à libérer. Son évaluation fait sourire le berserker. Comme prévu, il est le seul qui peut le divertir. Heureusement, Height lui a laissé quelque chose d'intéressant. Le démon de Pluto boitait dans l'allée, essayant d'éviter les humains qui cherchaient à mettre fin à sa vie. Cependant, il refusait de mourir de quelque chose d'aussi insignifiant que ses blessures. Pour le bien de la mission, il avait l'intention de survivre. Plus tard, Jean et Alan passent un moment tranquille dans un café. Elle raconte que le démon qui s'est déchaîné pendant l'examen s'est échappé. Le jeune garçon est surpris et visiblement dérangé. Son épée de pureté frappe plus fort contre les méchants et devrait être plus efficace contre le mal. Cependant, le démon Pluto était faible, mais a ressenti une émotion qu'il ne pouvait pas comprendre. Confuse mais inquiète, la fille aînée suggère d'acheter des provisions pour changer l'ambiance. Puisque c'est la première fois qu'il va le faire, le garçon est excité. Ils arrivent au premier magasin, qui est géré par un homme nommé Monk. Les vêtements qu'il porte sont usés, alors il fait porter aux combattants des armures énormes et lourdes. Comme il semble insatisfait, il suggère une autre option qui s'écarte du but initial. Quelques tenues de plus arrivent, et il leur dit d'acheter puisqu'ils en ont déjà essayé tant. Le gardien fait même pression sur Jean, qui est manifestement mauvaise pour gérer cela. D'un autre côté, Alan mélange et assortit les ensembles, ce qui brise l'harmonie de l'ensemble, mais il insiste pour obtenir une combinaison d'articles étranges. C'est l'obstination d'un enfant qui parle. Laissant tomber, Monk essaie de les encaisser malgré les protestations de la fille. Leur bruit finit par attirer Razo, qui tombe sur leur situation et leurs apparences embarrassantes. Jean rougit de honte, mais finit par lui demander de les aider. Au final, ils n'ont acheté que des provisions.
Il leur conseille de faire attention car ils peuvent tout perdre s'ils ne le sont pas. Cela dit, Alan était toujours obsédé par le casque de Pluto, mais il n'y avait pas le temps car ils étaient déjà arrivés sur le deuxième terrain d'essai de l'examen de guerrier. Ses yeux pétillaient d'émerveillement en voyant le nombre de candidats rassemblés après le premier examen. Les gens là-bas ont prouvé qu'ils avaient les qualifications les plus élémentaires. Razo s'affale contre un mur, atteignant à peine ce niveau. À ce moment-là, une voix forte les remercie soudainement, et ils virent Indar s'incliner profondément devant eux avec gratitude. En levant les yeux, il avait un immense sourire sur son visage. Il dit qu'il leur doit sa vie car il serait mort sans leur aide. Étonnamment, il prend poliment les mains d'Alan et rayonne en félicitant le garçon pour sa performance pendant la bataille. Ayant admiré la force toute sa vie, il ne peut s'empêcher d'être impressionné par l'attaque de l'épée de pureté. Embarrassé par les compliments, il sourit timidement. Cela dit, ils devront s'affronter en tant que rivaux lors du deuxième examen. En le regardant parler à d'autres candidats, il voit un homme immense de plus de 2 mètres. Le candidat Hammer dit à Indara de les informer avant de disparaître. Kuber ajoute qu'il le regrettera s'il meurt seul dans un accident. Rien qu'à voir leur groupe, il est évident que la deuxième étape allait être intense. Quelqu'un remarque également leur petit trio et appelle son connaissance, Razo. Un candidat nommé Lupin s'avança, disant que cela faisait 3 ans qu'il ne s'était pas vu. Il a obtenu son diplôme l'année dernière, il était donc temps pour lui de tenter l'examen. Après tout, les diplômés de l'institut de formation peuvent sauter la première étape. D'un autre côté, il remarque comment l'homme relève le défi, bien qu'il se soit enfui de l'institut de son propre chef. Ces mots frappent le cœur de Razo, mais il lui tape dans le dos, affirmant qu'il soutient les gens comme lui. Il aime particulièrement les gens sans colonne vertébrale, qui ont peur aux moindres ordres. Avec une dernière acclamation, Lupin se détourne et part avec son groupe. Pendant ce temps, le lâche tremblait avec la détermination de réussir l'examen quoi qu'il arrive. Avant qu'il ne puisse demander ce qui n'allait pas, une voix forte rugit dans toute l'arène, demandant si tout le monde était là. À côté de Gola se trouvait Goku, assis férocement et effrayant tout le monde. Ils sont surpris par la présence des 2 guerriers. Le berserker a les yeux rivés sur Alan seul. Comme le garçon semble trop vert, il se présente d'abord comme l'examinateur en chef. L'annonce fait froncer les sourcils aux autres, sachant que ce sera brutal. Les 10 épées sont à tour de rôle examinateurs en chef et prennent le contrôle total de l'examen. Malheureusement, les examens de Goku sont tristement célèbres pour avoir le taux de mortalité le plus élevé. Un candidat courageux pose des questions sur le démon Pluto et sur la façon dont ils ont l'intention de le gérer. Après l'avoir regardé pendant un moment, le berserker se tourne vers Gola et dit qu'il est temps de commencer, mais le candidat continue de marmonner que c'est dangereux. Finalement, le chef répond en se demandant pourquoi il s'en soucierait alors qu'ils combattront les démons de toute façon une fois qu'ils seront devenus des guerriers. Si l'un d'eux parvient à attraper un démon, il pourrait même leur donner des points bonus. L'administrateur lève ensuite la main, disant qu'ils ont consenti aux règles de l'examen juste en étant là. À ce moment-là, un bracelet de son pouvoir est apparu au bras de chaque candidat, s'accrochant à eux comme une manille. Ils sont appelés bracelets de règles et détermineront s'ils réussissent ou non l'étape. La condition pour réussir est de posséder un bracelet qui a une lumière verte. Vaincre les monstres fera allumer une lueur verte, tout comme celle sur son poignet. Il se demande où il trouverait des monstres dans la capitale, mais c'est pourquoi Goku n'aime pas la région. S'ils veulent de l'excitation, il les encourage à sortir. Le site de l'examen sera à la frontière où résident les monstres. Plus précisément, il s'appelle la forêt des monstres. Cela inquiète immédiatement une tonne de candidats, mais une silhouette familière et vêtue d'une robe observe attentivement. La lame d'âme a des capacités uniques qui se matérialisent à partir de l'émotion dans le cœur. Seul un petit nombre de personnes peuvent réellement l'invoquer, et ces personnes sont appelées des guerriers. Ainsi, les candidats à l'examen qui ont réalisé cet exploit le traversent juste comme une procédure formelle. Dans l'examen de cette année, il y a 3 éveilleurs de l'âme d'âme. Dans la forêt, Gen et Alan couraient pour sauver leur vie, fuyant un monstre végétal. Il semble qu'il ne soit que 2, mais Raza était juste invisible alors qu'il courait à leur côté. Ne voulant pas rester ainsi, le garçon invoqua sa lame d'âme et fit de son mieux pour frapper le monstre avec. Mais l'arme était complètement inefficace contre la cible. Ils hurlèrent de terreur et coururent à nouveau. Quelques minutes plus tôt, Goku expliqua que la forêt est inhabitable car elle est infestée de monstres puissants. Au centre de la forêt se trouvait un arbre géant, et ils devaient s'y rassembler après avoir allumé les lumières vertes de leurs bracelets. Il n'y a aucune restriction en dehors du délai de 48 heures. La tâche à elle seule fait pâlir les candidats. Un homme insensé se promène, disant que cela ne semble pas grand-chose en surface. À ce moment, un énorme serpent apparut de son angle mort et dévora tout son corps en un instant. Les autres regardèrent alors que le renflement de son corps voyageait le long du monstre. C'est un bon exemple de ce qui va se passer. Si quelqu'un est négligent, Alan veut le sauver, mais un autre homme dit qu'aucun d'eux n'est un civil faible et qu'ils sont là pour prouver leur force. Réussir le premier examen signifie qu'ils ont tous la capacité minimale de survivre seuls. Ces paroles ont convaincu le garçon, mais Razo, qui n'est pas aussi naïf, sait qu'être sauvé ne serait pas si mal de toute façon. Malheureusement,
il n'est pas en mesure d'intervenir car l'enfant est influencé par les paroles de l'homme. Goku ajoute qu'il ne recherche pas des têtes de monstres, mais des bracelets avec des lumières vertes allumées. Cela signifie qu'ils peuvent également chasser les humains affaiblis qui viennent de gagner contre des ennemis puissants. Les implications sont effrayantes. D'un autre côté, Jean fait équipe avec Alan car aucune règle ne leur interdit de le faire. Alors que Razo rejoignait le couple, les autres candidats regardaient. Ils ont reconnu le garçon qui a utilisé une puissante lame d'âme pour combattre le démon. De plus, la fille est issue de la famille d'élite Graphon, et le grand homme possède également une lame d'âme. Ils ont pratiquement monopolisé les combattants forts, et les autres ne peuvent s'empêcher d'envier leur groupe. Cela dit, le groupe d'A supposé était bientôt au sol, haletant d'épuisement. Razo s'est excusé en larmes et a imploré grâce. Pendant ce temps, Jean explique que l'épée pure ne fonctionnera pas car les monstres agissent simplement par instinct. Les normes floues de la lame frustrent l'homme, alors Alan l'a regardé attentivement. Même lui ne peut pas répondre à cette question. Plus tôt, la lame lui a explicitement dit qu'elle refusait de frapper les bêtes qui ne sont pas mauvaises. Ses camarades l'ont laissé tomber par résignation, mais ils doivent encore trouver un moyen de capturer les monstres. Alors qu'il parle des options, Raza pense aux mots du garçon et se demande si l'épée qui lui parle est juste son imagination d'enfant. Pendant ce temps, le groupe d'Indar luttait également contre les monstres. Selon les rumeurs, les démons ont libéré des bêtes là-bas pour empêcher l'invasion humaine. À leur malheur, ils se sont inscrits à l'examen sous la direction du berserker lui-même. Cependant, ce n'était pas tout. Près de l'énorme arbre où ils sont censés se rassembler, Goku décide qu'il est temps pour lui de bouger. Il dit au revoir à Gola, qui lui souhaite un bon voyage. Un soldat averti partage que c'est une tradition. Le chef se précipite en avant, déchirant la terre avec ses jambes. Le trio réveillé était encore en train d'élaborer un plan. Lorsqu'une ombre immense a recouvert leur corps, ils se retournent et voient le monstre végétal déchaîné dont ils se sont à peine échappés il y a quelques minutes. S'enfuir était la seule option pour le moment, mais aucun d'eux n'a remarqué l'être qui traversait la forêt à toute vitesse. Il y a une raison pour laquelle les examens de Goku ont les taux de mortalité les plus élevés. Le chef choque le trio en apparaissant à temps pour couper le monstre végétal en morceaux. Il a pour tradition de défier les candidats les plus forts de chaque classe en duel. Il se tient de manière imposante au-dessus d'Alan. Peu importe comment il y pense, il est le mieux placé pour cela cette année. Il ordonne au garçon de le suivre car il testera personnellement ses qualifications pour devenir un guerrier. L'idée d'un duel à mort avec un candidat était ridicule et impensable, mais une épée du roi a le pouvoir et l'autorité de faire ce qu'elle veut. Un soldat soutient qu'un adulte devrait mieux savoir, quoi qu'il arrive. On lui demande ensuite de deviner le score de Goku pour les tests de sagesse, de corps, de vertu et de cœur. Il a réussi avec 30 points, obtenant 0 en vertu et des scores parfaits pour tous les autres. Cela rend la chose encore plus ridicule, car le premier examen est structuré de telle sorte que même les criminels odieux peuvent réussir s'ils ont des compétences. Les guerriers obtiennent en moyenne environ 30 points et couvrent leurs défauts avec d'autres forces. Les humains qui ont vécu en s'accrochant à une seule pensée et croyance ne peuvent pas être de vrais adultes comme les autres. Goku traverse le monstre végétal et salue le trio. Encore choqué, il se demande pourquoi l'examinateur en chef était là. Pendant ce temps, Raza pensait déjà à s'enfuir seul. Après y avoir réfléchi, il a décidé que le garçon était la meilleure option pour sa tradition, alors il va personnellement tester ses qualifications. Alan essaie de demander ce qu'il veut dire, mais le petit garçon était déjà porté par le bord de sa chemise. Les deux autres se sont figés de peur, sans même remarquer comment il était arrivé là en un clin d'œil. Avant qu'il ne puisse réagir, l'épée du roi était déjà partie aussi brusquement qu'il était apparu, les faisant exploser avec le garçon dans ses mains. L'onde de choc les envoie voler, et il dit qu'ils sont toujours en dessous de ses normes. Cependant, il jouera avec eux éventuellement, car ils semblent avoir le potentiel pour plus. Goku saute haut dans les airs et laisse les deux là. Bien qu'effrayé, Jean veut sauver Alan tout de suite. Quelque chose a bougé juste près des buissons, et Razo l'a regardé avec anticipation. Alors qu'il se demandait ce que c'était, Gola et les soldats étaient toujours près de l'arbre. Elle sourit alors qu'un candidat approche par le côté. L'homme de tout à l'heure, Barag, portait un énorme monstre porcin et leur a fièrement montré la lumière verte sur son bracelet. Il n'était pas obligé d'amener le cadavre du démon, mais il l'a fait pour montrer sa puissance. L'homme demande avec confiance s'il est le premier à réussir, mais Gola fait un geste vers le côté, où un homme grand et royal se tenait en silence. Le premier passant, Soroton, le regarda froidement, et l'administrateur clarifie que personne n'a réellement réussi malgré le fait d'avoir la condition de réussite. Bureau partage ensuite que l'examen compte de nombreuses personnes gênantes et dit aux organisateurs de ne pas faire les innocents sur ce qu'il veut dire. L'objectif fixé était d'avoir un attel allumé, pas de tuer une bête démoniaque. Dès le début, les règles et les mots utilisés encourageaient pratiquement les humains à se battre. En fait, ils commençaient déjà à apparaître. Des hyènes apparaissaient et ciblaient leur proie. Face à d'autres candidats, Gen se demande pourquoi ils les attaquent, mais le but est évidemment de réussir les examens. D'après l'incident du démon plus tôt, Alan est l'une des plus grandes menaces. Avec 8 parties en ce moment,
c'était le meilleur moment pour cibler le trio affaibli. De tels serpents auraient dû être filtrés au premier tour, mais ce n'est pas le cas. Indar haltait également d'épuisement. Il n'a pas d'autre choix que de tenir son arme et de se battre. En moyenne, les examens comptent 1 à 2 utilisateurs de Soul Blade, mais la liste de cette année comptait un nombre anormalement élevé de combattants éveillés. S'il bat le détenteur de la lame de la peur devant lui, alors il a plus de chances de réussir. Nuna lui dit de ne pas lui en vouloir car elle ne fait qu'appliquer les conseils de l'examinateur. Il n'a pas l'intention de le faire et se prépare à se battre. Pendant ce temps, Alan est jeté au sol. Alors que Goku trouve une zone appropriée pour leur bataille, le berserker s'échauffe et lui dit d'en faire autant. Le garçon a hésité pendant un moment, mais avait évidemment quelque chose à dire. Avec un cœur courageux, il demande comment le berserker a attaqué Height alors qu'ils étaient des guerriers. Rencontré avec le silence, il se demande pourquoi il a attaqué son camarade et où se trouvait le guerrier disparu maintenant. Goku s'approcha silencieusement. Se tenant au-dessus de lui, le chef donne une leçon et enfonce son poing profondément dans le ventre du garçon. Tout d'abord, on lui a dit de s'échauffer parce qu'ils allaient se battre. Ne se souciant pas de son faible tremblement suite au coup, le guerrier continue son deuxième poing et le gifle au visage. La force l'envoie voler et s'écraser contre un arbre à plusieurs mètres de là. Avec une volonté pure, il parvient à garder sa conscience. Obtenir ce que l'on veut est réservé aux gagnants. En tant que tel, s'il veut entendre la réponse qu'il désire, alors il doit survivre au combat contre la troisième épée du roi. Malgré la disparité, les yeux d'Alan ne vacillent pas. Pendant ce temps, beaucoup plus profondément dans la forêt, un serpent familier était allongé sur le sol, renversé et immobile. Une tache sur son ventre se gonfle et s'ouvre soudainement. Turo, le candidat qui s'était fait dévorer plus tôt, s'est retiré. Avec une expression détendue, il dit qu'il a vraiment failli mourir. Kuro enlève la bave de serpent de son corps pour l'instant, mais l'odeur a irrémédiablement imprégné ses vêtements. Toujours désireux de réussir, il se demande où en est l'examen et part d'abord observer la situation. Quelques sauts rapides et il atteint les hauteurs bien au-dessus de la cime des arbres. Là, il utilise ses sens aiguisés pour étudier différentes zones de la forêt et voit divers groupes de personnes sur le point de s'engager. Un rapide coup d'œil lui montre 3 affrontements intéressants. Celui de Goku est le plus intrigant, mais il vaut mieux éviter un endroit aussi dangereux. Il aperçoit ensuite un petit groupe en contrebas. Lupin se promenait avec ses hommes, mais il a l'air d'avoir le combat le plus ennuyeux de tous. Des mots le traitant d'inutile et sans talent résonnaient dans la tête d'Indar, et il pouvait voir son maître tourner le dos au faible disciple. L'homme dit que ces mots ne sont pas destinés à l'encourager à faire des efforts, mais plutôt à ce qu'il réussisse. Un effort non appuyé par des résultats n'est que satisfaction personnelle. C'était un souvenir de son enfance, et le combattant n'était pas enveloppé de vignes rouges épineuses. Prenant un couteau, il manœuvre habilement et se libère de ses griffes. En un instant, il a été libéré des liens de son adversaire. Il semble que la lame de Muna déterre les mauvais souvenirs de sa cible. Les épines rouges de la forêt réveillent les terreurs que l'on a traversées. Elle lui assure que tous les humains ont peur de quelque chose, et ressentir de telles émotions le rend normal. Cependant, ces mots ne servent qu'à rendre furieux celui qui déteste être normal. Pendant ce temps, Jean bloquait et reculait toujours. Le candidat qui la poursuit est sûr que sa lame de type soutien n'a aucune capacité offensive. Cela dit, elle paraît d'une certaine manière tous ses attaques avec précision. Malheureusement pour lui, elle a reçu une formation d'escrime d'élite dans son enfance. Il est trop distrait pour remarquer la bûche flottante derrière lui. Profitant de son invisibilité, Razo frappe fort et le touche en pleine tête. Avec ça, les 2 chasseurs sales sont éliminés, et même lui n'arrive pas à croire qu'il a éliminé quelqu'un d'un seul coup. Jean dit que c'est l'effet de renforcement de sa lame et se demande si elle devrait soigner les ennemis. Elle doit conserver son endurance, et les herbes suffiront probablement pour leurs blessures. Plus que ça, ils devaient se dépêcher de sauver leurs camarades. Alan était toujours debout, mais très malmené. Ses yeux n'avaient pas perdu leur détermination, et il serrait toujours fermement son épée alors qu'il chargeait vers son ennemi. C'était la même méthode simple qu'il essayait depuis le début. C'est ce qu'il semble être. Mais Goku est surpris car un sac lancé a soudainement bloqué sa vision. Le gamin est apparu derrière lui, mais de tels tours bon marché ne seront jamais efficaces contre un vétéran. Il attrape le faible candidat par la tête et le fracasse au sol. Avant même qu'il ne puisse se rétablir ou se sortir, le berserker a levé le pied et a renvoyé le garçon au loin. La force brute le fait voler et dégringoler sur le sol dur. En plus de sa lame d'âme, son corps semble être amélioré d'une manière ou d'une autre. Après tout, le corps d'un gamin ordinaire aurait éclaté il y a longtemps. Avec une évaluation rapide, il dit qu'Alan ne sait même pas ce qu'est son cœur. C'est une déclaration assez déroutante. Le cœur, par commodité, est catégorisé avec des mots bien qu'ils soient complexes. Dans la colère, il y a de la tristesse, et dans l'amour, il y a de l'obsession. Les utilisateurs de Soul Blade verbalisent leurs émotions et s'entraînent pour rendre leur cœur simple et clair. En fait, les écailles sur la tête de Gola en sont également un exemple. Rencontrant les yeux ignorants et naïfs du garçon, Goku lui dit d'être honnête avec ce que son cœur ressent, ce qu'il veut devenir et ce qu'il veut. Avec des yeux clairs mais plutôt superficiels, il dit qu'il veut sauver tout le monde en tant que guerrier.
Un pied apparaît sous son menton et un coup de pied si rapide qu'il est indétectable l'envoie voler haut dans le ciel. Le berserker demande comment et de quelle manière il va sauver tout le monde. Rencontrant le garçon dans les airs, Goku a de nouveau levé la jambe et l'a envoyé au sol. L'impact fait trembler la terre et envoie des ondes de choc à travers l'épaisse forêt. Alan a réussi à bloquer et à atténuer certains dégâts, mais il a été enfoncé profondément dans la terre. N'ayant pas de méthode ou de but clair, cela signifie qu'il a atteint la limite de ses idéaux. Souhaiter un résultat sans processus devrait être souhaité sur une étoile filante. Goku se détourne de l'enfant, croyant que être l'a mal jugé. En fin de compte, il est trop faible et ne peut même pas atteindre ses attentes. Au même moment, Jean et Raza étaient à proximité, cherchant toujours attentivement leurs camarades qui avaient été enlevés. Le berserker sent littéralement à quel point ils sont proches. Pour soulager la déception dans son cœur, tuer Alan ne suffirait pas. En plus, il éliminera aussi ses amis. La déclaration le frappe de plein fouet, surtout lorsque Goku décrit les personnes qu'il va tuer pour se sentir mieux. Avec ça, le regard dans les yeux du garçon avait changé. Ils étaient ternes et sombres, mais bien plus profonds qu'ils ne l'étaient auparavant. Se levant, il se dirige vers son épée et la ramasse. Jean et Razo couraient vers la source d'un bruit fort qu'ils avaient entendu. Ils se déplacent rapidement à travers la forêt, mais sont surpris par la scène inattendue sur laquelle ils tombent. Devant eux se trouvait Lupin, assis à côté de bêtes démoniaques ligotées et bâillonnées. L'homme odieux les salue avec un sourire, mais sa connaissance n'avait pas l'intention de lui rendre et ne peut que remettre en question la situation inhumaine qu'il voyait. Goku se tourna vers Alan, qui avait perdu toute sa chaleur et se tenait là, ayant l'air d'être tout seul. L'idée d'une lame de pureté était risible maintenant. Juste là, à l'intérieur de lui, il y avait le mal. L'énergie qui parcourait son corps était méconnaissable. Il faisait froid, vide et tout seul. Le son des maillets martelants a résonné tout l'après-midi, et la journée s'est terminée un pas plus près de l'achèvement des réparations du village. Grâce à l'aide de tous, ils finiront plus vite que prévu. Cela dit, les blessures internes de ce jour tragique étaient toujours en train de guérir. S'ils ne font rien, les choses ne reviendront pas à la normale, même après la reconstruction. Pourtant, il est préférable que les gens rêvent et essaient plutôt que de se morfondre dans le désespoir. En d'autres termes, l'espoir. L'aîné se souvient encore du jour qui a suivi immédiatement où les innombrables appels à l'aide médicale ont été diffusés dans les rues. Les gens imploraient de l'aide et ils ont donné la priorité aux blessés plutôt qu'aux morts. Faisant de son mieux pour dégager les décombres, le vieil homme a poussé de lourds débris et a appelé Alan. Il voit le garçon enfoui sous les bâtiments effondrés et appelle un médecin. L'enfant appelle l'aîné. Les larmes coulant sur son visage, il a déclaré son souhait de devenir un guerrier et de sauver tout ce qu'il pourrait. À l'époque, cela ressemblait à l'expression d'un espoir désespéré. Ce souvenir fait se demander au vieil homme s'il va bien. Au même moment, un être caché au fond d'Alan s'est réveillé. Il a chargé et frappé Goku, qui a réussi à lever les bras et à se défendre. Cependant, le coup le fait voler en arrière, ce qui était impensable auparavant. Avant même que le guerrier puisse comprendre, le garçon l'avait déjà poursuivi, le bras tendu en arrière. C'était rapide, mais la cible a calmement regardé et attendu son mouvement. Le garçon déclenche un barrage de coups qui semble durer éternellement. Goku les encaisse tous avec ses bras, se demandant d'où venait cette puissance. Ce n'était pas seulement de la corruption et cela avait un poids différent. Un autre coup brise presque sa garde, mais le combattant expérimenté reprend juste son équilibre au sol, s'empêchant à peine d'être repoussé. Il n'avait encore subi aucun dommage grave. Les attaques des garçons étaient fortes, mais elles avaient complètement changé par rapport à avant, et c'était comme s'il affrontait un ennemi différent. Il y avait autre chose dans ses yeux. À l'époque, Alan et ses amis jouaient dans la ville, et ont même créé ensemble une petite couronne de feuilles pittoresques. Ils avaient l'intention de l'offrir à Bon comme cadeau, alors le garçon a proposé d'aider. Ils travaillaient toujours si dur, alors ils espéraient alléger le fardeau avec un petit cadeau. Juste à ce moment-là, Jenna est apparue avec un plateau de pain, l'accompagnant d'un grand sourire. Les enfants se précipitent vers la nourriture, mais remarquent des marques de morsure partout. La boulangère l'avoue elle-même et leur dit de ne pas manger s'ils sont aussi difficiles. Ils appellent aussi Quin qui regardait le bord de la falaise, seul et avec nostalgie. On lui dit de venir chercher du pain, il se précipite pour rejoindre ses amis. Ils étaient loin de se douter qu'une tragédie se rapprochait à chaque seconde. Un groupe de démons se dirigeait vers la ville. Se souvenant de ce souvenir, Alan a enfoncé sa lame de cœur dans le ventre de son ennemi, l'envoyant s'écraser profondément dans le sol. Un trou en forme de Goku apparaît sur la terre dure, et le berserker commence à rire de manière incontrôlable bien qu'il soit enterré profondément. Il a enfin compris que ce n'était pas de la corruption ou quelque chose d'aussi complexe. Le mauvais garçon qui lui faisait face en ce moment était probablement le vrai lui, pas la version innocente qu'ils connaissent. Avec toute la saleté du monde mélangée, un pur désespoir est né. C'était comme si le roi démon était revenu à la vie, et Goku n'a pas pu s'empêcher de tomber amoureux du regard sans vie d'Alan. En ce jour tragique, la ville a brûlé et les cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants jonchaient les rues. Alors que les flammes faisaient rage, une voix désespérée implorait la pitié et demandait à plusieurs reprises au démon de ne pas faire ça. Un jeune garçon s'accrochait à ses pieds,
suppliant qu'il ne mange pas ses frères et sœurs. Cependant, l'être maléfique a simplement continué son repas et s'est bientôt tourné vers le garçon désespéré avec la bouche grande ouverte. L'enfant est dévoré vivant et Alan était coincé dans les décombres, forcé de regarder ses amis se faire consumer. Le démon se plaint que son appétit est gâché et dit qu'il doit tuer tout le monde autour juste pour se sentir mieux. C'était la première fois que les yeux d'Alan perdaient leur couleur. Le gentil garçon s'est retrouvé dans son propre subconscient. Cela ressemblait à un souvenir, mais une silhouette identique à la sienne lui a dit de ne pas s'inquiéter et de tout laisser entre ses mains à la place. Cet être était son mal, réveillé des profondeurs de son cœur, et maintenant il tenait la lame de l'âme. Indar était à moitié vivant, se soutenant à peine contre un arbre. Il a atteint sa limite, mais Mun va l'achever sans douleur. Juste à ce moment-là, Hammer est apparue pour sauver son camarade. Elle parvient à esquiver, mais est choquée car elle n'a pas du tout pu sentir la présence de l'énorme homme. Pour empirer les choses, il a encore disparu. Une petite épée flotte derrière elle et est suivie par l'apparition d'un énorme poing. Se retournant alors qu'il se révélait, elle lève son arme pour se défendre, mais la force pure du coup de poing l'envoie valser. Les vignes rouges d'avant jaillissent de la terre pour l'attraper. Avec ça, elle réalise que l'adversaire est le porteur de la lame timide. Hammer se plaint de même que chaque personne à l'examen est un utilisateur de lame unique. Bien qu'il en soit un lui-même, le grand homme s'est soudainement effondré sur le sol, perdant tout espoir de devenir un guerrier. Heureusement, Kindar sait comment le gérer et couvre son allié d'éloges. Mun a dit que les petits interfèrent avec la progression de la mission. Ces paroles sont entendues par son ennemi, mais cela n'a pas d'importance car il était temps pour elle de devenir sérieuse. Les vignes sont devenues sombres et ont grossi, prêtes à déraciner des souvenirs encore pires de ses cibles. Pendant ce temps, Raza fixait toujours Lupin avec une incrédulité totale. Le fixant pendant un moment, le candidat révèle que c'était une méthode pour lui seul de passer facilement la deuxième étape. Les deux autres sont confus, alors il explique qu'il a beaucoup d'informations sur la forêt grâce au travail de son père. Les démons et les bêtes démoniaques font référence à des espèces non humaines qui nuisent aux humains. Son père travaille dans l'industrie du commerce d'esclaves. La forêt abritait autrefois d'autres espèces, mais elle devait vivre cachée lorsque des démons sont apparus. En raison du manque d'approvisionnement, l'esclavagiste a également eu du mal. Puisqu'il en a déjà dit tellement, Lupin les encourage à rechercher d'autres espèces intelligentes. Les yeux de Razo étaient remplis d'horreur alors que l'homme dégainait sa lame. Il a frappé, visant directement la tête du démon capturé, qui implorait de l'aide sans bouger. Jean intervient et bloque la lame juste à temps pour les sauver. Comprenant mal, il demande si elle essaie de voler son bétail pour réussir l'examen. Elle ne discute plus, comprenant qu'il est impossible de raisonner avec lui. Pendant ce temps, Alan était toujours enfermé dans une bataille intense avec Goku, qui se défend maintenant et frappe le garçon avec sa lame. Juste au moment où il est envoyé voler loin, l'enfant charge sans relâche. Leur lame d'âme s'entrechoque, et sa puissance est suffisante pour repousser le berserker sur une certaine distance. Alors que les entailles et les parades s'intensifiaient, il est devenu clair que le corps de l'enfant de 10 ans était encore faible. Cela dit, accomplir autant avec juste la puissance de la lame est impressionnant. S'enflammant de passion, Goku glousse de plaisir alors que ses attentes concernant l'héritage de Hyde sont satisfaites. Pendant qu'ils continuaient leur combat, une silhouette observait d'en haut. Un compagnon demande ce qu'il se passe et on lui répond que la troisième épée vérifie un candidat. Heureusement, ce n'est pas une variable dans le plan. Peu importe son potentiel exceptionnel, le gamin est encore trop faible pour affecter leur mission. Le démon est raillé pour avoir été battu par le gamin qu'il dit faible. Quoi qu'il en soit, leur chasse aux candidats se déroulait bien grâce au pouvoir de leur chef. Avec ça, il ne restait plus grand-chose à faire pour atteindre l'objectif de la tribu des démons. Le démon du clan de la corne de flamme brûlait de détermination. Pendant ce temps, Raza libérait un enfant de ce même clan. Hammer tremblait et criait, perdant peu à peu la raison sous l'effet du pouvoir de Muna. C'était différent d'avant, et la douleur ne venait plus de leurs souvenirs. Elle demande un doigt, et Indar ressent une vive douleur dans ses mains. Il hurla aussi d'agonie, et il pouvait clairement voir son ennemi, horriblement attaché à une chaise. Les épines noires sur les vignes font ressentir à ses ennemis son propre traumatisme. S'ils endurent bien, la douleur devrait finir par devenir supportable. Secoué par la torture, Indar exige de savoir qui les attaquait pendant l'examen. Cependant, tout ce qu'elle dit, c'est qu'ils font tout pour le bien de la mission. Environ 1 heure après le début du deuxième examen, les silhouettes encapuchonnées retrouvent Muna, qui demande immédiatement où est leur commandant Issipé. Ils ne le savent pas non plus et n'ont reçu que des informations limitées. Juste à ce moment-là, un être étrange s'est avancé au milieu d'eux. Il se déplaçait sans tête et avait une chaîne autour du cou. Les trois se figèrent de stupeur. La fille est la première à remarquer que son aura appartenait définitivement à leur chef. En regardant de plus près, ils confirment et voient la lettre accrochée à la chaîne. Dès qu'ils ont pris l'enveloppe, la créature s'est effondrée et a fondu sous leurs yeux, un moyen efficace de détruire l'épreuve. Les yeux de Muna étaient fixés sur la bête démoniaque, et tandis que les autres confirmaient leurs ordres, elle s'agenouilla solennellement à côté d'elle. Elle était enceinte et probablement intentionnellement. Pour eux, cela sert d'avertissement en cas d'échec.
L'échec scelle la mort de leur famille en plus de la leur. Avec cette mission en tête, elle fait de son mieux pour vaincre les candidats, mais Indar n'était pas du genre à accepter la défaite sans rien faire. Il déclenche un barrage pour contrer ses attaques et la renvoyer. Bien qu'il soit sur le point de s'effondrer à cause des épines noires, il a encore tellement de puissance. Cherchant une explication, elle voit une marque de cœur sur sa main. Des chaînes sont apparues de son bras, s'enroulant autour de lui et se dirigeant vers sa lance. L'utilisant comme une fléchette à cordes, il tire la lame sur l'ennemi. Il rate, mais la force est assez forte pour percer un tronc d'arbre. Au lieu de récupérer l'extrémité lourde, il serre fermement les chaînes et se balance, forçant l'arbre à se renverser et à frapper l'ennemi. Indar utilise tout ce qui lui reste de force, mais la main de Muna saisit une personne par le col. Bloquant l'arbre avec ses vignes, elle attrape Kuber, qui est responsable de la relance de sa force. Les choses tournaient de mal en pis à la seconde. Sa lame d'affection place une marque sur une personne et augmente ses prouesses mentales et physiques. Elle n'a pu laisser qu'une faible marque, alors il a amélioré sa force mentale pour échapper aux épines. Ce n'était pas le meilleur, mais les choses se passaient comme prévu. Muna le menace avec la vie de son allié, mais il y avait plus dans la puissance de sa lame, surtout avec de véritables connexions. Ils peuvent partager des forces, des pensées intérieures et même l'emplacement. Avec le claquement de ses doigts, Indar disparaît de l'endroit où il se trouvait et se téléporte devant l'ennemi en un clin d'œil. Elle est choquée par cette capacité inattendue. Et tandis qu'elle parvient à bloquer, Kubur est libéré avec succès par l'attaque surprise. Une telle affection tordue s'avérait frustrante, mais ce n'était pas la fin de ses ennuis alors que Hammer apparaissait pour lancer une attaque de son cru. Il s'est finalement remis de cette terrible expérience. Tout le monde était en sécurité et travaillait ensemble, alors Indar lança plusieurs chaînes à lame sur l'ennemi. En faisant tourner sa grande faux, elle est capable de dévier cette simple astuce loin de son corps et dans les arbres. Cependant, il utilise les chaînes tendues pour se propulser vers l'avant. Encore une fois, il a comblé l'écart en un clin d'œil et a pointé sa lance sur son corps. Muna esquive et cela ressemble à une tentative ratée, mais c'était en fait un transfert vers un autre ensemble de chaînes. Indar répète l'attaque et se lance sur elle. Elle a essayé d'esquiver à nouveau, mais Hammer était prêt à ça et à intercepter sa voie de fuite. Les gens qu'elle appelle des seconds couteaux l'ont encerclée. Juste à ce moment-là, un autre joueur est entré dans le combat. La puissance de la lame de la dépression est invoquée, et les deux s'enfoncent dans un marais profond. Jabou s'approche de Muna et propose de l'aider. Peu importe leurs efforts, les deux candidats ne pouvaient pas sortir du marais, car il devenait de plus en plus épais et profond, plus le détenteur se sentait déprimé. Après tout, la dépression a ses dommages collatéraux. Kuber a crié à ses camarades alors qu'ils s'enfonçaient complètement. Elle essaie de les appeler à ses côtés, mais les vignes rouges s'enroulent rapidement autour d'elle, faisant immédiatement pleurer la fille avec des souvenirs douloureux. Muna a honte d'avoir eu besoin d'aide, mais ils ne peuvent pas mourir là tout de suite. Après tout, leur mission était bien plus profonde que leur candidat. D'un autre côté, Goku était assis devant un tas de gravats. Il suppose que la condition d'activation du pouvoir du garçon est liée à son traumatisme passé. Un mot ou une action l'a probablement déclenché pendant qu'il se battait et a fini par réveiller son vrai cœur. Alan émergea des gravats, toujours prêt à se battre avec ses yeux sans vie. Étonnamment, le berserker s'excuse d'avoir tant parlé et se prépare à mettre fin à leur bataille. L'esprit d'Alan était dans un état de confusion totale et il tremblait de toutes les émotions qu'il ressentait. Piégé dans son propre subconscient, les larmes du garçon coulaient de douleur. Pour s'empêcher de s'effondrer, il a réprimé ses émotions et ses souvenirs, et a créé en retour l'autre moi à l'intérieur de lui. Il a été témoin du meurtre de ses amis et de sa famille, mais il ne lui restait que de l'admiration pour les guerriers. Bien qu'il soit le seul survivant, il a dormi profondément et a vécu sans le savoir. De ce fait, il a créé un dépôt de sa responsabilité et de sa culpabilité. La prise de conscience s'est lentement installée, mais bien qu'il serait agréable d'en parler davantage, il n'avait plus de temps car il y avait une plus grande menace devant eux. S'il s'enfuit et retombe cette fois, il perdra à nouveau ses amis. L'homme en face de lui les prendra personnellement tous de ses mains. Le désespoir est arrivé. Les deux ont continué leur combat, mais l'esprit d'Alan était toujours contrôlé par l'être en lui. Alors que la forêt perdait lentement sa forme, il faisait de son mieux pour riposter et tenir tête à l'une des 10 épées du roi. Ses manœuvres dépassaient de loin ce qu'il pouvait normalement accomplir, mais l'écart de force et d'expérience de combat se faisait sentir. Goku coupa les arbres en morceaux et lança les troncs d'arbres sur le garçon, les frappant de partout comme des projectiles balistiques. Imperturbable, Alan claqua son arme au sol, faisant surgir un bouclier de terre. Les troncs sont empêchés de passer, mais il faudrait plus qu'une dalle de roche pour arrêter les attaques du berserker. Un coup de ses doubles lames coupe le bouclier en morceaux, et bien qu'il enchaîne avec une autre entaille, il regarde avec confusion car sa cible est introuvable. À l'endroit où il se tenait, il y avait un trou profond. Comprenant immédiatement, les yeux de Goku se sont dirigés vers l'espace sous lui. Le sol s'est fissuré et s'est ouvert, mais il souriait déjà d'amusement avant même que le garçon ne se révèle. Leurs armes étaient toutes les deux prêtes, et un autre affrontement a envoyé encore plus d'ondes de choc à travers la forêt. De même, les deux combattants sont rejetés en arrière. Alan s'écrase et dégringole,
mais fait de son mieux pour se relever immédiatement. S'il était juste plus fort, alors tout le monde aurait été heureux. Goku marchait vers lui. Serrant ses lames fermement, il envoie une puissante entaille à l'adversaire. Le garçon se défend avec sa propre arme, et tout en tenant bon, se souvient des sourires de son ami perdu. Avec cela en tête, il dévie l'entaille sur le côté. Un autre souvenir arrive, maintenant avec Gena et son amour amusant pour le pain. Cependant, Goku assurait déjà le suivi de son attaque et ne lui laissait pas le temps de respirer. Un coup de pied est planté profondément dans son ventre. Qu'un lui a raconté une fois comment apprendre à pêcher et même essayer de l'alcool de son père. Alan chargea avec un grand cri, poussé par les souvenirs de ceux qu'il n'avait pas réussi à protéger. Enfin, Bon apparaît avec le cadeau de la couronne que les enfants ont fait et rit en l'essayant. Cependant, cela se dirige directement vers sa tête. Se retournant, il voit le garçon sans tête, un rappel douloureux de son tragique décès. La lumière dans les yeux d'Alan disparaît, et il se souvient du garçon le remerciant une dernière fois. Avec un cri puissant, il se reprend et pleure en balançant son épée sur Goku. Cependant, ce qu'il rencontre, c'est le point dominant du berserker. Un puissant coup fait pénétrer son petit corps dans le sol. Malgré cela, il tremble et se met à genoux, mais un autre coup le fait tomber avant même qu'il ne puisse se relever. Il essaie encore et cela mène au même résultat douloureux et désespéré. Cela se produit plusieurs fois. Alan refuse absolument d'arrêter de se relever, et il est devenu clair ce qu'il doit protéger. Plus tard, Goku le laisse battu sur le sol. Pour réaliser ses souhaits, il doit s'effondrer et faire ce qu'il peut pour devenir fort. Le berserker sourit de satisfaction, s'attendant à apprécier sa croissance autant qu'il a apprécié leur duel aujourd'hui. Avec la conclusion de leur bataille, il considère Alan comme un guerrier à l'âme d'âme. Il y a 10 ans, juste après la mort du roi démon, les premières lignes de la guerre étaient remplies de cadavres. Les soldats pleuraient leurs camarades tombés, mais Goku était simplement insatisfait et cherchait plus d'ennemis. Il était la 15e épée à l'époque. Un soldat le réprimande pour être si irrespectueux envers leurs camarades et lui demande de reprendre ses esprits s'il est aussi un guerrier. Juste à ce moment-là, une voix l'appela. C'était Dante, la première lame du roi et le commandant de l'ordre des chevaliers. Il a une question. Puisque l'homme n'aime pas les paroles et les actions du berserker, s'ils étaient dans leur bon esprit, auraient-ils été capables d'empiler des montagnes de leurs ennemis morts? Dans leur monde, ils n'ont pas le loisir de s'accrocher à la justice du combat. En tant que guerriers qui ont conduit leur cœur à leur lame d'âme, ils peuvent à peine endurer. Le vieil homme comprend ses sentiments, mais lui ordonne de surveiller ses paroles. Goku répète son désir de se battre et, en remarquant un survivant familier, lui demande s'il veut faire un match. C'était Height, la 11e lame du roi à l'époque. Il n'aime pas le berserker, mais le combattre est à l'opposé de la haine et provoquerait sa corruption. Sa lame d'âme a des restrictions horriblement sévères, ce qui pique honnêtement sa curiosité. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.